aussi pour ceux qui verront la rediffusion. Bonjour à tous, bonjour Benja. Bonjour, bonjour. Salut. Bonjour, bonjour. On se retrouve pour notre. Alors, j'ai une question ici, Victoria, directement. Est-ce que tu connais Ok. Michael Jordan? Oui, je connais Michael Jordan, évidemment. Alors, Pas personnellement, pas intimement, mais je connais. aujourd'hui, tu portes son numéro, tu es le 23e invité. T'as vu le. Super. J'espère que ça me portera chance dans ma performance autant que Michael pour le coup. Cette intro, elle est magnifique. Parfait, magnifique. La plus originale qu'on m'ait faite. Un petit peu préparé, un tout petit peu. Voilà, ça fait plaisir ici qu'on retrouve Victoria qui est juste ici. C'est la 4e femme. On avait dit à la fois passée avec Et Céline. oui, il n'y a pas beaucoup de femmes dans le milieu malheureusement, mais ça va venir, il faut s'accrocher. On essaie de tout doucement monter la parité et de faire en sorte On va s'imposer petit à petit. On prendra peut-être le dessus à un moment. C'est cool. En tout cas, voilà, pour ceux qui ne te connaissent pas, je t'en prie, présente-toi. Alors, donc je m'appelle Victoria. J'ai créé donc il y a un an The Human Movement Therapy, qui est un peu mon entreprise de RIAP. Donc je fais vraiment du mouvement et je me spécialise beaucoup avec les athlètes en force athlétique parce que de base je suis une athlète de force. Donc j'ai commencé par le CrossFit, j'ai fait de l'haltérophilie et j'ai terminé sur la force au cours de mon expérience. Au niveau des études, je ne suis pas du tout partie pour être dans le milieu du mouvement, du sport ou de la santé. J'ai fait des études à Sciences Po, j'ai fait de l'éco-gestion, j'ai fait du journalisme, de la sociologie. Donc, j'étais journaliste à un moment. J'ai fait vraiment plein de choses et j'ai terminé de par le fait que je pratiquais le sport et que je me suis blessée, j'ai développé un intérêt vraiment de plus en plus important pour le corps. J'ai essayé de me guérir, je ne trouvais pas de solution. Donc, j'ai eu vraiment une très grosse blessure qui a fait que je suis restée au lit au moins 1 an. Enfin, je pouvais quasiment pas marcher. Donc, j'ai vu des professionnels du monde entier, du Canada, de France, de partout. Je trouvais pas de solution. Et du coup, j'ai commencé à me former par moi-même pour essayer de me guérir parce qu'au final, on me disait que je guérirais jamais. Et de fil en aiguille, du coup, je me suis vraiment intéressée pour ça et j'ai arrêté mes études. Et je suis partie au Québec faire une formation dans le sport. Et la blessure ne passant pas, je rentrais en France. Et là, du coup, j'ai terminé par un BPGEPS au Krebs de Montpellier où j'ai rencontré des personnes qui m'ont quand même beaucoup inspirée. Du moins, à Montpellier, j'ai rencontré des personnes qui m'ont vraiment inspirée. On a eu la chance d'avoir des intervenants de qualité. Notamment, je ne sais pas si vous connaissez, mais Fred Marcerou, on a eu Anthony Baptiste. De là, j'ai connu Institut IP avec Mathieu Boulet. J'avais Marc Vouillot qui intervenait en force, qui du coup m'a coaché pendant un moment, qui est considéré comme le père de la force en France. Enfin, on avait vraiment des intervenants importants. On avait Monsieur Morelli. Enfin, on avait pas mal de gens très intéressants. Donc, ça m'a apporté. Et à la suite du BP, j'ai décidé de terminer par un STAPS parce que j'avais peur d'être un peu limitée par le BP. Malheureusement, le STAPS ne m'a pas apporté grand-chose, je pense. Voilà, je ne rejette pas l'expérience, mais c'était pas ce qui a été. J'étais très frustrée entre ce que je faisais en formation privée à l'extérieur et ce que j'apprenais en cours. Et donc, voilà, j'ai fini la licence et de là, j'ai lancé mon activité dans le mouvement, basée sur ce que j'avais pu apprendre un petit peu, mais globalement, on va dire que de tout ce que j'ai appris à l'école, j'ai dû garder ça. Et le reste, c'est les formations, bien évidemment. Donc voilà, je ne rejette pas la formation. En plus, il la faut ici pour bosser. Mais il faut aller chercher ailleurs, quoi. C'est ça. Donc, j'en suis arrivée comme ça, de ma petite expérience. J'étais en équipe de France de force, malgré la blessure. Donc, j'ai réussi à jongler un peu entre les deux. Et suite à certaines rencontres, donc Julien Pinot que vous avez rencontré, j'ai mis un peu de back-off sur ma performance et j'ai essayé, on m'a un peu raisonné, j'ai essayé de revenir un peu sur mon corps pour le rééquilibrer au maximum, essayer de revenir sur de la performance au moyen long terme, mais déjà de venir corriger tout ce qui n'allait pas parce que c'était facile de tricher, de compenser, mais petit à petit ça te rattrape et j'en avais marre d'être dans un cercle vicieux de blessures. Voilà. Ouais, ça c'est. On Ouais, ouais, on s'est regardé, Bastien. Ça nous parle parce que voilà, on en parlait tout à l'heure avec les athlètes. On disait voilà, les athlètes c'est les plus grands tricheurs du monde et on leur en veut pas au final, sinon on n'aurait pas de boulot, c'est cool. Bien sûr. mais je veux dire, il y a ce côté où ça aussi, c'est quelque chose d'hyper important et c'est quelque chose dont je parle beaucoup en boxe de CrossFit. Et je pense que Bastien, c'est pareil. C'est pas parce que tu es performant que tu es forcément en bonne santé et équilibré. Et ça, c'est fort. Je veux dire, tu es quand même quelqu'un qui a un niveau, on peut le dire, qui est plus que bon, dire équipe de France, etc. Oui. Mais tu as quand même réussi à
Alors, je sais pas, j'aimerais avoir ton avis. Est-ce que c'est aussi ce côté, tu as mis un peu ton ego de côté ou pas quand tu as commencé à avoir cette vision sur toi-même? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ça a été compliqué parce qu'en plus, on est quand même dans une époque où avec les réseaux sociaux, ça a commencé à prendre beaucoup d'ampleur. Tout le monde met ses performances, tu vois tout le monde qui progresse, tu vois tes concurrents ou des filles qui étaient inexistantes depuis des années. Et toi, ça fait 5 ans que tu travailles comme un malade. Et là, il y a quelqu'un qui arrive et en 3 mois, il a ton niveau et tu te dis merde, enfin, je vais couler quoi si je suis pas le fil. Donc, tu es un peu pris dans cet engrenage où tu veux tout le temps performer, essayer de pas prendre du retard. Sauf qu'au final, le retard, tu le prends parce qu'à un moment, du moins dans mon cas, à chaque fois, j'arrivais à un niveau où je commençais à performer, à dépasser enfin mes anciennes limites. Et là, je cassais. Et donc, du coup, au bout d'un moment, bah voilà, surtout Julien m'a beaucoup fait me regarder en face. Il m'a dit, écoute, qu'est-ce que ça vaut finalement cette performance qui dure 2 secondes, ta médaille à un instant T. Alors, les gens qui n'ont jamais vécu ça, ils peuvent pas se rendre compte que à ce moment-là, c'est tellement fort. Je sais pas si c'est hormonal, tu as un rush d'hormones qui est énorme, tu te sens vraiment, c'est magique, mais c'est très très court. Et il me disait finalement, est-ce que tu veux ça et à côté des années où tu vas vraiment avoir très mal, où tu pourras plus t'entraîner, où tu vas pas être bien, enfin, il y a un risque en tout cas, même si c'est pas certain, mais c'est un gros risque, ou tu préfères prendre le temps maintenant et essayer de construire quelque chose de plus durable. Et bon, au final, quand tu vois des gens qui sont âgés, qui n'arrivent même pas forcément âgés, qui ont 40, 45 ans et qui n'arrivent même pas à avoir une vie normale, marcher, porter leurs enfants, tu te dis merde, peut-être qu'aujourd'hui j'ai 20 ans, je m'en fiche un peu, mais peut-être que dans 20 ans, je me poserai des questions si je peux même pas jouer avec mes enfants ou faire des choses comme ça. Donc oui, j'ai dû mettre l'ego de côté, j'ai dû prendre un peu de recul par rapport à ça. Et c'est vraiment pas facile, hein, c'est toujours quelque chose qui me travaille tous les jours. Donc c'est pas que ça y est, j'ai pris le droit chemin. C'est un combat de tous les jours vraiment où je vais à la salle et quand je vais à la salle, j'essaie de me raisonner et il y a des fois, je me raisonne pas et la vérité me rattrape très vite. Et il y a des fois où ça va, mais c'est un effort permanent vraiment. C'est très compliqué, surtout quand tu as un entourage qui est compétitif. Mon conjoint fait aussi de la compétition, etc. Donc je baigne avec un milieu qui est comme ça et voir tout le monde qui s'entraîne et toi devoir être derrière et faire des exercices qui sont pas forcément très fun, bah, c'est sûr que c'est pas pareil, quoi. Mais je pense que c'est important et c'est presque un devoir envers toi-même en fait que tu dois faire. J'étais arrivée à un moment où il y avait vraiment plus de respect avec mon propre corps. J'allais chez le donc quand je préparais les championnats d'Europe, hein, c'était il y a 3 ans je crois. Donc je m'entraînais, je me bloquais tout le temps le dos au point de vraiment pas pouvoir marcher. Et du coup, j'avais trouvé un kiné qui faisait de l'ostéo parce que j'avais pas les moyens de me payer un ostéopathe 3 fois semaine. Donc lui, il me manipulait le lundi. Je récupérais mardi, mercredi. Jeudi, j'allais refaire une séance de squat lourd. Je me rebloquais. J'allais le voir à la fin de la séance. Je faisais jeudi, vendredi d'off. Et du coup, je le voyais tout le temps. Et au bout d'un moment, je ne pouvais plus vivre déjà sans lui. Donc, ce n'était pas soutenable au long terme. Et mon dos était arrivé à un point où dès que je me retournais, ça craquait de partout. Enfin, on m'avait tellement manipulé, on me manipulait tellement toute la semaine que vraiment, j'étais inflammée de partout et je sentais que c'était un non-retour. Donc, oui, il y a un moment, tu es presque obligé de te le devoir à toi-même si tu as un minimum de respect pour ton corps finalement. Ouais, parce qu'au final, on n'a qu'une vie, on n'a qu'une santé. Et le but, c'est quand même de vivre le plus longtemps possible en bonne santé. Et le but du sport, c'est quand même relativement ça, c'est d'être en santé avant tout. Même si la compétition, on a tendance à dire que des fois, on laisse un peu sa santé de côté. C'est vrai que santé et compétition, il ne faut pas non plus les mettre trop dans le versus. Hein. Des fois, on peut faire de la compétition et être en santé quand même, mais il faut être conscient de ses déséquilibres, conscient de sa posture, conscient de ce qui est déréglé en fait. Et ça, tu commences à le voir au fur et à mesure où les douleurs arrivent. Hein. C'est toujours la même chose. Hein. Le corps, l'humain attend toujours d'avoir une douleur significative avant de pouvoir agir peut-être dans la meilleure situation possible, quoi. Justement, ici, je voulais un peu savoir avec toi, qu'est-ce qui a été mis en place alors de ton côté? Quels sont les protocoles ou les choses qui ont fait en sorte que maintenant, à l'heure actuelle, ça va quand même mieux? Alors, j'ai tout fait, j'ai tout testé vraiment, du magnétisme à la kiné, l'ostéo, la chiro. J'ai jamais eu de résultats vraiment probants. Donc, j'ai commencé à travailler différemment. Déjà avec Institut IP au début, quand je les ai rencontrés à Montpellier, qui sont venus nous parler du tout travail postural, des réflexes primitifs, de toutes ces choses dont on m'avait jamais parlé au niveau neurologique tout simplement et du développement en venant vraiment creuser dans l'enfance déjà et les petites choses auxquelles tu n'as jamais prêté attention et qui finalement impactent ta structure d'adulte. Ouais. Donc, ils ont commencé par me faire une recalibration posturale. Donc, on a travaillé avec des semelles au niveau des pieds. On a travaillé au niveau des yeux un petit peu. On a travaillé au niveau des réflexes. Donc, j'avais pas mal de réflexes archaïques qui étaient mal intégrés.
Donc, on a travaillé un petit peu comme ça. Donc, j'ai mis ça en place d'un côté. Très compliqué pas compliqué comme travail. C'est un travail qui est très simple, qui demande très peu d'efforts au final. C'est très rapide à faire. On ne peut pas se trouver d'excuses. Mais c'est long. Les premiers résultats peuvent être plus ou moins longs. Et donc, c'est ce que je vois en tout cas avec mes clients et je l'ai eu moi-même. Il y a un moment où au début, quand tu n'as pas les résultats, tu as envie d'arrêter ou tu n'es pas motivé. C'est très compliqué de faire en sachant que les résultats n'arrivent que tardivement. Mais très efficace quand ça commence quand tu le fais sur la régularité. Très, très efficace. Donc, j'ai travaillé ça. Je garde toujours des semelles parce que j'ai une vraie jambe courte. Donc, les semelles, je les aurai à vie. Donc, j'ai fait un travail postural d'un côté. À côté de ça, pour toute l'admiration que j'ai pour ce travail-là, il y avait d'autres choses que j'avais l'impression qui étaient toujours permanentes et qui ne partaient pas. Donc, j'ai rencontré Julien Pinault de StrongFit, du coup, qui m'a proposé son aide parce que j'avais quand même l'impression d'aller mieux, mais que c'était toujours pas ça, je me bloquais toujours. Donc là, il m'a sensibilisée à une approche très différente en termes de chaîne musculaire. Donc pour lui, le travail est vraiment sur le musculaire. Il a une grosse approche aussi sur le système nerveux, puisque tout se base sur le système nerveux au final. Ouais. On est un système nerveux à l'origine, donc au final, dans toutes les formations que je fais, j'ai l'impression d'en revenir toujours à la même chose. C'est le système nerveux et derrière, il y a des petites branches et des petites choses, mais l'origine, c'est toujours la même. Donc, Julien a travaillé vraiment sur le système nerveux, mais via une approche musculaire. Donc, pour lui, il y avait un déséquilibre où j'étais pour lui, comme il a pu l'expliquer dans le podcast, il voit le système comme une arche. Et il y a d'un côté le système sympathique et le système parasympathique. Et pour lui, du fait de mon activité de powerlifting, du fait de tout simplement que j'étais vraiment trop d'un côté, du côté sympathique. Et j'avais toute l'arche qui crachait. Et en termes musculaires, ça se répercutait sur les muscles. Parce que pour lui, il y a des muscles qui sont liés au système nerveux sympathique et d'autres liés au système nerveux parasympathique. Et donc, j'avais des muscles qui étaient surdéveloppés, les trapèzes, etc., certaines zones, et d'autres qui étaient sous-développés. Ça me créait des perturbations musculaires qui se traduisaient par des déséquilibres, des shifto-squats, etc. Donc, on a fait un gros travail là-dessus, à la fois sur le côté émotionnel, parce qu'il travaille beaucoup sur la sphère psychologique avec la libération de tous les traumas. Il y avait vraiment une vision où le côté psychique, le trauma s'imprègne dans les tissus, dans les fascias, dans tout le corps, dans les muscles. Donc, on a beaucoup travaillé sur ça avec des trainings parfois qui n'étaient pas faciles, où je me mettais à pleurer, ça pouvait arriver. Donc, j'ai travaillé à distance parce que j'ai suivi beaucoup sur ces séminaires. J'ai fait presque 5-6 séminaires, je pense, avec lui. Mais j'étais après à Montpellier tout seul, donc j'essayais de faire ça du mieux que je pouvais avec le peu de matériel que j'avais, parce qu'au final, en France, on est très mal équipé. Donc, il y avait besoin d'un matériel bien précis, des proleurs, des sets, des choses comme ça. Et je ne les avais pas forcément. Donc, j'essayais d'adapter avec ce que je pouvais. J'ai acheté des choses, etc. Et donc, j'alliais les deux, le postural, le travail comme on faisait avec Julien, tout au niveau des chaînes musculaires, avec des exercices qui étaient vraiment très différents de ce que j'avais l'habitude de faire. Et j'ai aussi, de mon côté, creusé sur d'autres choses en travaillant beaucoup sur tout ce qui était respiration et une approche qui est beaucoup plus structurelle, où alors là, ça va un peu à l'encontre de ce que fait Julien, mais j'arrive quand même à trouver des liens, où Julien part vraiment du principe que l'attention vient avant la position. Et là, cette approche part plutôt du principe que la position vient avant l'attention. Alors, je ne suis pas vraiment d'accord dessus, mais c'est assez intéressant parce qu'avec la respiration, on cherche à réaligner en fait le corps. Et via ce réalignement, on arrive à mieux recruter certains muscles en fait qui fonctionnent mal quand ils sont mal positionnés. Donc du coup, j'ai vraiment essayé d'allier les trois, même si dans ma tête c'était un complet parce que je me disais merde, ça colle pas toujours. Mais j'ai essayé de jouer un peu sur les trois terrains et là ça faisait un an que j'avais plus de soucis. J'ai eu un petit souci il y a 6 mois, mais là ça faisait un an que vraiment j'avais plus de douleur, j'avais pas vu un ostéo, pas un chiro et ça allait très bien. Donc j'avais pu reprendre la force, etc. Et voilà, donc j'ai joué sur ces trois terrains et c'est ce que j'applique aujourd'hui avec mes clients. Je ne vois pas une méthode. J'ai eu un gros problème parce qu'à chaque fois que je faisais une formation, j'avais l'impression qu'à chaque fois, on me vendait, pas tout le monde, hein, bien sûr, mais certaines formations, on me vendait un système ou on me vendait un principe et on me disait, voilà, là, tu as ta réponse. Et moi-même, j'avais cherché ça tout le temps parce qu'à l'école, on a tendance à t'apprendre ça, à te dire, voilà, tu as un questionnaire, tu as la réponse A, B, C et il y en a une seule qui est bonne, c'est la A, donc toi, tu dois prendre la A. Donc moi, quand j'allais à une formation, je me disais, je vais trouver un moment la formation qui est juste, c'est la vérité et ça, je vais l'appliquer sur moi et je vais être corrigée si je mets les efforts et que j'applique le truc. Et en fait, j'ai jamais trouvé ça. J'ai jamais trouvé ça. J'ai trouvé du bon partout. Dans toutes les formations que j'ai faites, j'ai trouvé du bon. J'ai pioché par-ci, par-là, mais j'ai jamais trouvé la réponse. Même si celle de Julien m'a quand même
a été un peu différent. J'ai vraiment du mal à l'expliquer parce que c'est un système qui est tellement riche. C'est même pas un système, comme il le dit, il déteste vendre en tant que système. Il parle toujours de principe. Il dit que c'est un principe tout simplement. Et c'est une analyse du corps humain, de la vie, en fait, juste du fonctionnement, de comment nous, en tant qu'êtres humains, on vit et nos relations avec le monde qui nous entoure, que ce soit les autres êtres humains ou juste l'environnement. Et dans celle-ci, j'ai trouvé quelque chose qui était juste une réalité parce que finalement, ça t'aide à comprendre le monde qui t'entoure et à mieux vivre, tout simplement. Mais je n'ai pas trouvé, pour ma blessure concrètement, un système magique. Il n'y a pas de système magique. Il n'y a rien. Il y a juste besoin de comprendre comment le corps il fonctionne. C'est ultra complexe. Je pense qu'on est très prétentieux en tant qu'être humain et on pense qu'on peut voir en fait comment on fonctionne, mais il y a des choses qu'on n'arrive même pas à voir parce qu'avec notre œil, on ne voit pas tout en fait. Donc voilà, j'ai essayé de piocher vraiment et de me constituer une mallette à outils. C'était vraiment comme si j'étais un bricoleur et puis à chaque formation, je prenais un marteau, un coup, une vis et après je faisais mon truc quoi. Donc voilà, c'est un peu la démarche. C'est génial, c'est l'exemple parfait de ce que logiquement, enfin tout le monde là, j'espère qu'il y a des gens, des préparateurs physiques qui viennent de sortir de l'école ou autres qui nous écoutent aussi. C'est tout ce que vous avez écouté là, notez-le parce que c'est exactement ce que vous devez faire quoi. C'est ce que tu dis, c'est top, c'est ça. C'est tu vas piocher en te disant que le problème c'est qu'à l'heure actuelle, tu as l'impression que toutes les formations se combattent l'une contre l'autre en fait, mais ils n'ont pas encore compris qu'en fait une complète l'autre. Bien sûr. Une complète l'autre et toi, tu vas alors chercher ton propre système, ta propre philosophie et pour te démarquer des autres. Parce qu'au final, si tout le monde fait la même formation, tout le monde a le même apprentissage, et quoi sur le marché de l'emploi, comment tu fais pour te distinguer des autres? Bah, tu te distingues par le fait de faire d'autres formations, prendre un peu d'informations à gauche, à droite et de créer ta propre vision des choses et ton propre système. Et c'est exactement ça qu'il faut faire. Je ne sais pas ce que tu en penses, Moussa. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi, ce qui est pas étonnant. Mais par contre, il y a un ça truc… m'aurait pas étonné. Voilà, mais oui, mais en même temps, on s'entend sur tellement de choses à ce niveau-là, encore une fois, et encore une fois aussi avec les invités avec lesquels on a la chance d'échanger. Et moi, par rapport à ce que tu dis, j'ai envie de dire quelque chose. En fait, nous, on est des créateurs de vérité pour nos clients. Et ça, c'est vraiment important. C'est-à-dire que la vérité pour quelqu'un n'est pas la vérité pour la personne à côté de lui. Et en fait, de par cette boîte à outils qu'on crée à travers nos expériences personnelles et voilà, enfin, moi, quand je m'entraîne avec la méthode de Julien, des fois, on se regarde avec les potes à côté, on se dit putain, on a frôlé la mort là, ou il s'est passé un truc, non, tu vois? Genre, mais vraiment, tu sais, mais on rigole, mais on est là en mode j'ai failli crever, toi aussi? Ouais, cool. On était dans le même. Oui, c'est ça. Et tu sais, c'est l'expérience de un peu de mort imminente. Comme ça, tu te dis, ouais, tu vas mourir. Mais non, en fait. Non, tu prends le pouvoir sur ton corps, tu apprends des choses aussi. Et là où je veux vraiment encore rebondir, c'est cette création de vérité. C'est-à-dire que nous, on doit s'adapter aux gens qui sont en face. Et ça, c'est vraiment, encore une fois, cette boîte à outils qu'on crée qui fait qu'on est bon ou pas là-dedans. Maintenant, on est aussi à l'écoute. La personne, les gars, qui va vraiment vous vendre une vérité ultime, c'est un mytho. C'est vraiment, ça n'existe pas en fait, parce que ta vérité, c'est pas ma vérité, c'est pas la vérité de Bastien non plus. Et ça, c'est vraiment important de comprendre. Et encore une fois, je sais que je le dis souvent, mais arrêtez de confronter les idées, englober tout et créer vraiment une méthode complémentaire. Là où Julien est excellent et pour moi qui est vraiment dingue, la personne qui suit les principes de Julien et qui n'en apprend pas plus sur elle-même, je ne comprends pas en fait. Je ne comprends pas. Ça veut dire qu'elle ne fait pas les choses à moitié ou alors qu'elle fait ça aussi, je l'ai vu. Des gens qui font semblant et tu sais, tu leur dis pousse, t'as mal, t'en peux plus? Oui, eh ben continue. Oui, mais non, j'en peux vraiment plus. Et tu vois ce que je veux dire? Il y a ce côté, je trouve qu'il est facile en fait de râler sur quelque chose qu'en fait tu ne vis pas. Tu n'as pas envie de le vivre. Et ça aussi, c'est quelque chose, il faut l'entendre. Et moi, la méthode de Julien, encore une fois, je suis à 2000% avec. Après, j'ai appris aussi beaucoup de choses par rapport à mon mentor, voilà, Jack Van Bergen, qui m'a appris vraiment sa méthode qu'il connaît de Julien. Et là où je trouve encore une fois le truc au-dessus de beaucoup de choses, c'est que tu es acteur. Tu es vraiment acteur de ton entraînement. Tu vois ce que je veux dire? Alors, c'est pas très tangible comme notion, mais tu te rappelles, Bastien, de la discussion qu'on a eue avec Julien où on parlait du jeu actif, etc. De l'autodiscipline que tu peux avoir vis-à-vis de toi-même. Je n'ai jamais connu un entraînement pire que celui de Julien, dans le bon sens du terme, les gars, vraiment. Où tu te dis, je vais crever, et dans ta tête, c'est non, continue. Ça, si ce n'est pas être acteur
de son propre corps, de sa propre vie, je ne sais pas ce que c'est. Et je n'ai connu aucune autre expérience et pourtant j'ai fait du sport de combat, j'ai fait voilà, du football, enfin, bref, j'ai fait plein de sports, rugby, etc., où il y a quand même il y a quand même de la recherche hein, contre soi. Mais un sled et ta tête, il suffit que de ça. Oh là, oui. Et voilà, donc voilà, pour moi, c'est vraiment quand tu parlais que c'était difficile de comprendre. Si je dois vraiment dire quelque chose sur la méthode de Julien, en plus de tout ce qui a déjà été dit sur les podcasts et ce que tu viens de dire, qui était excellent, je t'en remercie, Victoria, il y a vraiment ce côté, vous êtes acteur de votre propre entraînement. Au lieu de suivre, OK, 5 x 5, OK, 10 x 10, nanana, non, 1 minute, tu t'arraches la gueule. Je vous garantis que vous allez apprendre des trucs. Hein. Je vous le garantis. Mais c'est très intéressant parce que même Julien, quand tu es dans le mentoring, après, une fois que tu as fait le séminaire, la coach, etc., sur le mentoring, quand il te dit jamais ça, c'est ça. Il te dit, j'ai lu ça parce qu'il finalement, il est extrêmement intelligent et il s'intéresse à énormément de choses. Donc, il lit plein de choses, il écoute plein de choses, il parle avec beaucoup de monde. Il prend des choses de vraiment plein de milieux différents et il est très fort pour réussir à trouver une sorte de vision globale de tout ça. Et du coup, quand il arrive à trouver quelque chose qui pique sa curiosité et qui se dit, tiens, il y a peut-être ça qu'on n'a pas compris du corps humain, il te le balance, il te fait part en fait juste de sa recherche, tout simplement, et il te dit, teste. Mais jamais il va te dire, ça, c'est ça. Il te dit, tiens, va tester ça, tu vas à la salle 1 heure, tu vas tester ça et va trouver ça. Et en fait, du coup, c'est vraiment comme tu dis, dans son type d'entraînement, tu peux pas ne pas apprendre sur toi-même parce qu'il te dit pas va faire tel truc. Il te dit va trouver par exemple tes pecs en faisant il te donne une aide pour le faire. Mais à chaque fois, c'est toi qui dois faire le travail. Et si tu ne trouves pas, il te dit continue. Et il ne va pas le faire pour toi. Au final, il dit toujours continue, trouve une autre façon, mais je veux que tu trouves ça. Donc, à chaque fois, tu es obligé d'aller comprendre ton corps, essayer de te connecter avec ton corps, avec la respiration, avec le mouvement, avec plein de choses. Et donc, comme tu dis, c'est vraiment un apprentissage de toi-même. Et à aucun moment, on te balance. Si tu n'es pas d'accord, au final, après l'expérience, tu peux en discuter avec lui. Et du coup, c'est intéressant parce que ça aide à construire. Mais à aucun moment, il va t'imposer une vérité pure. Mais je pense vraiment que c'est c'est un travail qui doit être fait par tous les étudiants. Et ce n'est pas forcément facile quand tu sors de l'école parce que tu as été formaté pendant des années avec quelque chose comme ça où on attend de toi des réponses. Et d'un coup, tu te rends compte que dans la réalité, ce n'est pas forcément comme ça. Mais tu dois faire cet effort. Et il y a plein pendant mes études, j'étais très frustrée parce qu'il y avait plein d'élèves avec qui j'essayais d'échanger et qui étaient déjà trop formatés. Alors, je pense que c'est jamais trop tard et qu'on peut toujours sortir de ce carcan-là. Mais je pense que c'est vraiment très compliqué si dans ton entourage ou dans ta famille ou dans le milieu scolaire, dans toutes les instances socialisatrices qu'il y a dans la société, à aucun moment on t'a ouvert l'esprit en te disant il faut sortir de ça un peu. Donc, c'est très compliqué. C'est vraiment pas facile. Oui, complètement. Puis ça fait peur, hein. Ça fait peur à beaucoup de gens de sortir tu sais, le out of the box, quoi. C'est aussi accepter d'être le vilain petit canard, des fois, même souvent. donc, c'est aussi quelque chose qui, bon, je pense qu'il forge le caractère, mais qui crée aussi des gars comme Julien, qui sont, écoute, moi, tu fais ce que tu veux. Ça aussi, Julien, il n'impose pas, il propose. Bien sûr. C'est important. Mais la plupart des gens comme ça, c'est des gens quand même qui n'ont pas fait d'école ou qui ont peu fait d'école ou qui n'ont pas poussé très loin leurs études. Enfin, la plupart des formateurs que j'ai eus qui ont vraiment été inspirants et qui proposaient vraiment quelque chose de différent et d'ouvert d'esprit, c'était rarement les gens qui avaient un bac+8. C'était souvent des gens qui avaient pris un petit chemin un peu sur le côté. Ils n'étaient pas formés dans un moule, quoi. Ils ont créé eux-mêmes leur propre moule, quoi. C'est un peu ça, au final. Bien sûr. Après, ce que j'aime bien, moi, je le vois comme un leader, en fait. Hein. T'as toujours, Julien Pinot, c'est un peu un leader. Tu as toujours le patron versus le leader. Le leader, il montre le chemin, le patron, il dit fais ça, mais avec une approche complètement différente d'un leader qui vraiment te pousse à aller vers de l'aventure, d'apprendre sur toi-même, quoi. C'est vers l'apprentissage de soi, en fait, au final. Et ça, c'est super important. Et après, mais malgré ça, il faut quand même garder aussi, et c'est ce qui était dur, un œil critique par rapport à ça. Parce que du coup, il y a beaucoup de gens qui, je vois, suivent Julien et waouh, mon Dieu, et il y a le grand truc, c'est le génie. Mais même là, il faut garder cet esprit critique parfois et pas tout prendre ce qu'il va dire comme quelque chose d'acquis, de quand même aller le tester soi-même. Ça ne veut pas dire qu'il faut critiquer tout ce qu'il dit, mais quand même le tester sur soi-même et après vraiment discuter de ça avec lui, etc. Mais je pense que c'est important de toujours faire ce travail, même quand on a un modèle, quelqu'un qui nous inspire. Parce que souvent, quand on a quelqu'un qui nous inspire, on retombe dans le même moule. On a tendance à suivre, effectivement. Ouais.
Après, au final, on est chacun différent. Il va te dire de faire un truc, ça va fonctionner sur toi, ça va pas fonctionner sur moi. Tu vois, après, voilà, il faut pas prendre tout comme acquis parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, nous sommes des personnes différentes, chacun sur cette terre, au final. Et ça fait aussi partie du jeu, quoi. Ouais. Bah ouais, comme on disait, créateur de vérité par rapport à chaque personne. Et puis, il y a tellement de façons de faire. Moi, je pense qu'avec des gars comme Mathieu Boulet, Julien Pinot, etc., en fait, la différence de ces gens-là, c'est qu'ils ne te donnent pas un poisson, ils t'apprennent à pêcher. Après, c'est à toi de le faire. J'aime bien la métaphore, c'est très joli. Ouais, je garderai. Pêcheur dans l'âme, tu vois, pêcheur dans l'âme, la Belgique et tout ça. Je garderai ça. Non, c'est vrai. Et on a le même rôle au final avec les clients, je pense, ou les gens qui viennent te voir. Quand tu dis créateur de vérité, je pense que c'est un mot qui est fort parce qu'au final, tu communiques quelque chose et ce que tu vas communiquer au client, il va toujours mettre sur toi une sorte de confiance. Donc, dans ce que tu lui transmets, il faut absolument faire attention à pas on le voit, c'est pour ça que dans les RIAB, ça m'énerve toujours parce qu'il y a plein de docteurs, quand tu vas les voir, ils te disent il n'y a rien à faire, c'est comme ça, c'est fini, tu es blessé, tu ne pourras pas revenir, tu ne pourras pas faire ci, tu as une hernie, il faut. Et tu mets cette vérité dans la personne et la personne, après, quand elle vient te voir, elle te dit oui, mais mon docteur, il m'a dit que de toute façon, c'était trop tard et que je ne pouvais plus faire ça, ça, ça. Donc, toi, en tant que coach, tu dois amener une autre vérité, comme tu as dit, et c'est une grosse responsabilité. Je pense que c'est vraiment un des métiers. Julien me disait qu'il trouvait que c'était très compliqué comme métier et au début je me disais mais non c'est quand même cool et tout. Au final je me rends compte au quotidien que tu as une grosse responsabilité dans ce que tu dis, dans ce que tu fais, dans l'espoir que tu donnes à la personne qui est en face de toi et c'est vraiment tu as une grosse responsabilité. Ouais. En plus on n'est pas vraiment aidé, tu vois, je veux dire sur ce genre d'approche là, tu vois, on peut revenir un petit peu de ce qui s'est passé précédemment sur le reportage qui s'est passé sur France 2 là avec le pouvoir du corps humain, sur les douleurs du dos, etc. Mais c'est aberrant, Et ça, je sais pas si c'était un truc sur les pouvoirs du corps humain où ça n'avait pas tourné en truc un peu sexuel. C'était très bizarre. L'émission était vraiment très, très bizarre. En fait, au final, il te disait au final, faites attention à ton dos. Si tu as un problème de posture, tu as juste à te tenir droit et à faire quelques exercices et ça ira mieux. Et quand vous avez mal au dos, quand vous vous levez du lit, il faut se lever de cette façon-là et pas d'une autre, sinon vous allez. Enfin, tu vois, c'était aberrant. Incroyable, ça, effectivement, aberrant. Ouais, on vous invite à aller voir, les gars, parce que ça vaut vraiment la peine. Alors, spoil alert, il n'y a rien de sexuel, mais effectivement, c'était très bizarre. Très bizarre, très bizarre. On va pas se mentir, j'ai regardé ma femme 2-3 fois en disant on regarde quoi là? Non, on est d'accord. Mais c'est vrai que c'est marrant parce que tu vois ce que tu dis par rapport au médecin. J'ai vécu ça avec la cousine de ma compagne qui l'a appelée il y a 4 jours. Donc pour l'info, la dame est assez grande. Hein, elle fait 1m87, je crois, 88, quelque chose comme ça, assez fine. Et elle est dans la santé, dans le domaine de la santé, etc. Et en fait, en portant un patient, en fait, elle s'est un peu pété le dos, elle s'est un peu bloqué le dos. Pas hernie discale, mais presque. Et en fait, en gros, elle sort de l'école il y a 1 an, elle a un boulot, on lui offre un boulot, etc. Tu sais, les stages, la dernière année, tu fais quasiment que ça. Et le médecin, il la voit, il dit ouais, il faut changer de boulot, en fait. Il faut changer de boulot. Et en fait, elle a téléphoné à ma compagne en disant est-ce que Benja sait faire quelque chose? Et ma compagne a fait je suis certain qu'on peut faire. Et j'ai dit ça c'est sur mon honneur, je vais le faire. Je vais le faire. Et c'est pas qu'on est plus malin qu'eux, hein. C'est juste que nous, on perd pas une bataille sans la combattre, quoi. C'est juste ça l'idée. C'est les gars, arrêtez, quoi. Les médecins, alors forcément, ils ont fait beaucoup plus d'études que nous. On va pas commencer à être plus malin que le mec le plus malin du monde non plus. Mais il y a un moment où dire à quelqu'un change de vie sur une blessure comme ça sans essayer de régler le truc, mais putain, c'est pas une solution, ça. Mais surtout que je pense que c'est juste le problème au niveau médical parce que tu le vois sur les formations, il y a beaucoup de gens qui sortent du milieu médical, ils ont eu des enseignements qui en kiné, tu apprends des trucs sur des cadavres, l'anatomie, c'est sur des cadavres qui sont morts, enfin ça ne reproduit pas du tout le mouvement humain, donc il y a énormément de trucs qui sont biaisés. Mais je me suis perdue dans ce que j'allais dire. Je pense qu'au final, le médecin, quand il communique ça, il le fait avec ce bagage qui est biaisé et lui, vraiment, il est formaté par ça et du coup, c'est déjà trop tard. Mais au final, on se doit au moins d'essayer pour la personne qui vient te voir avec tout son malheur, son mal-être. Tu te dois au moins de dire, sans lui dire je vais te soigner, mais dire je vais au moins essayer. On va essayer, exactement. Voilà. Si on n'y arrive pas, tu n'es pas non plus la personne, tu n'es pas Dieu tout-puissant. Donc, peut-être que toi, tu n'y arrives pas, mais peut-être que tu peux déléguer à quelqu'un qui arrivera ou qui aura une autre réponse. Et on le voit avec certaines personnes. Je ne sais pas si vous voyez le gars qu'on appelle l'homme Spider-Man, là, celui qui grimpe autour, qui s'appelle Alain. Et en fait, donc son fils était dans ma classe au BPGEPS. Donc, il est venu une fois nous parler et c'était
super, c'est un personnage, il est complètement extraverti. Ça me revient plus son nom de famille, mais Alain quelque chose. Et ce monsieur-là donc escalade les tours les plus hautes du monde à main nue, sans protection, sans rien. Donc les Kuala Lumpur, il fait les plus grosses et il est régulièrement arrêté par la police, évidemment, parce qu'il le fait de manière un peu illégale parfois. Et en fait, ce monsieur-là, il faut savoir qu'il ne s'est pas mis à grimper tout jeune, il s'est mis à grimper. Donc, il faisait de l'escalade de base alpine. Il s'est blessé en tombant. Il s'est fracturé tout la main, tout le bras. Il a des troubles de l'oreille interne. Donc, pour quelqu'un qui grimpe, il a des troubles de l'oreille interne, gros problème de déséquilibre, vertige, etc. Wow. Et suite à sa blessure, on lui a dit tu ne pourras plus jamais grimper et tu seras en chaise roulante et ta vie, c'est fini. Maintenant, tu arrêtes. Et lui refusait de faire ça parce que l'alpinisme, c'était sa passion. Et du coup, il s'est mis à installer des petits grips partout dans sa maison d'escalade, là, les blocs. Donc, il en a mis sur son plafond, etc. Toute sa maison, il en a fait un truc d'escalade. Et il s'est forcé en fait à essayer de grimper, etc. Et aujourd'hui, donc, il atteint ce niveau-là qu'il a actuellement avec des records du monde d'escalade de ces immeubles impressionnants actuellement après sa blessure, avec actuellement toujours ses troubles de l'oreille interne, ses vertiges, sa main qui est à moitié paralysée, donc il ne peut pas bouger tous les doigts, etc. Et il grimpe à main nue sans protection. Et des fois, c'est des grimpes qui mettent des heures et des heures avec le vent. Enfin, c'est absolument impressionnant. Donc, quand tu vois cette personne qui vient te voir et qui te dit ça, tu te dis, mais au final, le corps humain, il est tellement résilient, il est capable de tellement de choses que tu ne peux pas juste te remettre tu ne peux pas juste abandonner, en fait, comme ça. C'est pas possible. C'est juste pas possible. On est d'accord, on est vraiment d'accord. On est vraiment d'accord. Je voulais un petit peu maintenant revenir un petit peu sur toi et sur le travail que tu fais au quotidien. Oui. Alors, si on pouvait mettre un petit peu pour toi la définition de ce que c'est un déséquilibre pour toi, comment tu le vois, un déséquilibre? C'est une grosse question. Alors, je dirais que j'ai une vision très large parce qu'au final, il y a tellement de choses qui peuvent venir impacter qui peuvent venir créer un déséquilibre, que ce soit physique ou émotionnel. Je dirais qu'il y a deux types de dysfonctions. Il y a les dysfonctions qui sont liées par des choses en interne, des choses qu'on a dans notre développement, dans l'enfance, les patrons, moteurs, toutes ces choses-là, et les déséquilibres externes, enfin les dysfonctions qui viennent provoquer des déséquilibres via l'externe. Ça va être un accident, un trauma physique, quel qu'il soit. Et je pense que pour le corps, il tend toujours vers une homéostasie, un équilibre, que ce soit au plus petit niveau, au niveau cellulaire, ou juste au niveau du corps, de la respiration, de la posture, etc. Et juste la dysfonction, c'est quand à un moment, le déséquilibre, on a une capacité adaptative qui est limitée. Tant qu'on s'adapte, ça va, mais à partir du moment où le corps, on dépasse la capacité d'adaptation du corps, on est dans une situation de déséquilibre. Alors, le déséquilibre, il peut être pathologique ou pas pathologique, il peut être douloureux ou pas. Il y en a qui arrivent très bien à vivre. On le voit avec des athlètes qui ont des scolioses monstrueuses et qui arrivent à faire de l'haltérophilie et à soulever des charges énormes. Et il y a des gens chez qui c'est pathologique. C'est ultra compliqué. C'est comme la thématique de la douleur. Qu'est-ce que c'est la douleur au final? Je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas les clés pour répondre assez précisément. Donc, je dirais que le déséquilibre, au final, en soi, il n'est pas forcément problématique. Il fait même partie de l'être humain. Parce qu'au final, on est fait de manière asymétrique. Il y avait une étude qui est super intéressante où tu vois on coupe la tête en deux comme ça d'un individu et tu sais, on fait le double en fait, la copie, et on voit, et du coup c'est plus du tout aussi joli ou c'est plus du tout aussi uniforme. Et c'est la même chose dans le corps humain. On a un diaphragme qui est plus bas que l'autre, on a un poumon qui est plus gros que l'autre, on a des organes qui sont d'un côté et qui ne sont pas de l'autre. Donc de manière générale, on est déséquilibré. Donc je vois pas le déséquilibre comme quelque chose de néfaste. Je vois plutôt ça comme quelque chose qui juste nous permet justement de vivre et de faire toutes nos activités. Mais parfois, on a une capacité d'adaptation qui n'est pas suffisante pour faire face à ça. Et là, ça devient problématique. Donc, c'est variable d'un individu à l'autre. Je pense que c'est variable aussi dans le temps. C'est-à-dire que ce qui avant causait un déséquilibre qui était problématique, avec du travail, ça peut ne plus être problématique. Donc, tu peux toujours avoir ton déséquilibre, mais ça peut ne plus être problématique. Je ne pense pas que le but dans une rehab, et c'est jamais mon but de rendre quelqu'un complètement symétrique. Il y en a, c'est un peu le risque quand tu commences à t'intéresser à ça, c'est que tu commences à voir tous tes déséquilibres, et quand tu sensibilises l'athlète, il commence à se regarder sous tous les angles. Il dit oh là là, je shift quand je squatte, j'ai une épaule qui est plus haute, je sens que j'ai le manche qui est en avant, et il commence à se focaliser sur tout ça. Et au final, le but, c'est pas de le rendre parfait, parce que ça veut pas dire qu'il pourrait être tout à fait symétrique, et ça voudrait pas dire qu'il serait sans douleur. Donc, le but, c'est juste de lui permettre justement d'augmenter sa capacité d'adaptation et de donner du rééquilibrage par rapport à tout ça. Mais je pense qu'il y a vraiment faut pas partir dans l'extrême où voilà, tout déséquilibre est néfaste et où il faut absolument que la tête soit
soit parfait, il sera jamais parfait. Finalement, on n'est pas comme ça, je pense. Et je pense pas que la vie soit comme ça non plus. Pas du tout. Alors, je te pose la question, que penses-tu de la phrase qu'on a dit avec Céline Gaufriot, justement, qui disait qu'il y avait une parfaite corrélation entre la douleur et un déficit postural. Ça, c'était un peu la fameuse, tu vois, le fameux truc de Majeur Mouvement à un moment donné, où il a fait sa fameuse vidéo où il disait clairement qu'il n'y avait aucune étude qui prouvait qu'il y avait une corrélation entre la douleur et un déséquilibre postural. Pour toi, est-ce que, dans ce que tu as dit, je pense qu'il y a déjà une réponse dans ce que tu as dit, mais peut-être que toi, dans ta vision à toi, comment est-ce que tu conçois ça? Tout dépend. Je pense pas qu'on puisse partir sur l'opposé et dire que non, il n'y a jamais de corrélation. On le voit clairement, il y a des déséquilibres clairement quand les athlètes ils les ont en général. Ça devient peut-être pas problématique tout de suite. C'est ça qui est problématique, c'est que on juge ça à un instant T en disant voilà, peut-être que l'athlète là il a un déséquilibre, il n'a pas de douleur, mais peut-être que dans 5 ans il va avoir des énormes douleurs et c'est juste que ça arrive en retard. Donc je trouve ça présomptueux de dire qu'il n'y a pas de corrélation du tout. Je pense qu'il y a des corrélations. Maintenant, je pense qu'il y a une sorte c'est un spectrum en fait. Je pense pas qu'on puisse aller totalement vers l'équilibre. Je pense que voilà, il y a une part de déséquilibre où c'est OK, où je pense qu'on peut vivre avec sans douleur. Et je pense qu'il y a un moment quand même, le déséquilibre postural, il crée une douleur et ça devient gênant. Surtout dans nos modes de vie sédentaires où on n'a aucune stimulation. Je pense qu'à l'époque, c'était peut-être pas comme ça. Enfin, je sais pas vécu à l'époque, mais je pense que c'était pas comme ça parce que je pense qu'on était beaucoup plus actifs et que du coup, les déséquilibres qu'on avait, ils étaient naturellement contrebalancés par ce qu'on faisait. Ouais, je pense qu'on marchait pas déjà sur des terrains qui étaient tout goudronnés. Aujourd'hui, tu veux marcher en barefoot, par exemple, j'essaie de le faire régulièrement, mais c'est affreux quand je marche en barefoot sur un sol qui est tout goudronné. En fait, ça me fait limite plus mal. Mais si je marche sur un sol quand je fais du hiking, quand je vais dans montagne, là, ça me fait du bien. Mais quand je marche sur nos sols aujourd'hui, même en barefoot, ça me fait vraiment mal parce que le sol est trop lisse. Et je pense qu'à l'époque, on marchait sur des trucs qui n'étaient pas nivelés. On était tout le temps dans des mouvements différents. Et je pense que du coup, ces déséquilibres étaient beaucoup moins source à créer des problèmes parce qu'ils étaient rééquilibrés. Je pense vraiment que c'est un spectrum. Il faut juste trouver un équilibre qui permette de vivre avec le déséquilibre sans qu'il devienne douloureux. Après, c'est sûr que si tu as un déséquilibre, tu es assis toute la journée et que du coup, tu es tout le temps comme ça 100% du temps, tu n'as aucune manière de contrebalancer ça. Bah oui, là, le déséquilibre postural, il va devenir problématique. Je pense que tu peux avoir deux types de déséquilibre. Un déséquilibre lié à ton système nerveux, au manque de stimulation au niveau de ton système nerveux, les capteurs sensoriels qui fonctionnent mal ou manque de stimulation simplement au niveau nerveux. Et après, tu peux avoir un déséquilibre musculaire lié à ta pratique sportive ou à ta pratique comment dire, de la vie de tous les jours, sédentaire ou non, qui est néfaste ou pas. Maintenant, comme on l'a dit tout à l'heure, par exemple, toi, tu faisais du sport, mais pourtant, tu t'es cassé parce que il y a eu certains manquements et maintenant que tu répares. Et je pense que ça, comme tu le dis, avant peut-être que certainement il y avait plus de stimulation sensorielle, qu'à l'époque le travail était différent. Mais après, il ne faut pas non plus oublier que les gens allaient dans les mines, etc. Et je pense qu'aller dans les mines, ça cassait aussi pas mal les gens. Bien sûr. Faut voir aussi je revenais encore plus au loin, vraiment à l'époque où il n'y avait pas ça et où juste l'homme préhistorique de base qui n'avait pas du travail contraint. Parce que je pense que quand tu vas dans la mine, t'es pareil, t'es dans une position toute la journée, tout penché, tout t'es pas bien non plus. Mais je pense vraiment qu'à l'époque, c'était en remontant très très loin, il y avait peut-être plus de stimulation. Le monde où on vit aujourd'hui, il est vraiment aseptisé. On retire toutes les stimulations, que ce soit sur l'enfant quand il est, on lui met des draps tout autour, il est tout baluchonné le truc, ça ressemble plus à un bébé. Le sol, il est tout lisse, tu n'arrives même pas à trouver des sols qui ont des rugosités. Tout ce qu'on fait, c'est que tu n'as plus du tout de stimulation, on t'isole du bruit, enfin, tout est aseptisé. Donc, je pense que ça devient très compliqué de ne plus avoir ça. Et même au niveau tactile, il y a beaucoup d'écoles qui appellent à ce que l'enfant, on le fasse rentrer en contact avec des couettes, de le câliner, etc. pour qu'il ait des contacts tactiles qui sont très importants pour son développement. Et aujourd'hui, il y a même dans certaines cultures cette peur du tactile. Donc ça devient assez problématique, je pense, juste tout simplement ça. Je pense que les choses seraient très différentes si on avait plus de stimulation, en tout cas quotidiennement. Je ne sais pas si tu avais entendu parler du livre de Frank. Alors, son nom de famille, c'est un peu compliqué. C'est Frank Forestich. Je pense. Et que ça je veux bien que tu m'en parles parce que je pense que je l'ai pas lu, lui. Le livre s'appelle L'animal exubérant. Et en fait, il met tout son livre met en lien exactement de ce que tu viens de dire juste précédemment. En fait, il y a un malaise total entre nous et notre environnement actuel, simplement. Ouais, et il l'environnement,
pourquoi, etc. Je t'enverrai le lien. Je vais te choper le lien comme ça. Je lis plein de trucs, donc ça m'en fera un plus dans ma bibliothèque, mais ça sera très intéressant. On en avait parlé avec Paul Landon de tête, où en gros résumé, c'était vraiment le côté de notre environnement a évolué tellement vite que nous, on n'a pas eu le temps de s'adapter. Et du coup, en fait, ça rentre en cohérence et ça fait écho à tout ce que tu viens de dire, hein, complètement. Bien sûr. Et je pense qu'on n'a pas le temps de s'adapter. Je pense aussi qu'il y a bizarrement, dans ma vision, vraiment, l'homme lui-même, dans son mode de vie actuel, vraiment, il contribue à s'auto-saboter au final parce qu'on ne va pas dans le bon sens. Il commence à y avoir des mouvements, justement, où on essaie de revenir vers tout ça, heureusement. Mais naturellement, l'homme, il est… Le sédentaire de base, il est feignant. Je le vois quand je vais à Paris et que je prends le métro. À chaque fois, je me dis, je suis la seule à regarder ça. Des fois, je m'arrête et je regarde parce que ça me paraît fou. Il y a l'escalier, il y a l'escalateur, il y a 10 marches à descendre. Et même les gens qui ne sont pas en surpoids et qui pourraient descendre l'escalier, tout le monde prend le petit escalator où ils sont tous les uns sur les autres, alors qu'à côté, l'escalier, il est vide. Donc, des fois, je me dis, mais peut-être que l'homme, tout naturellement, il recherche toujours à dépenser le moins d'énergie et à s'économiser. Ouais. Voilà. Donc, des fois, je me dis que nous-mêmes, vraiment, on devrait faire l'effort d'aller vers autre chose parce qu'on conduit aussi volontairement vers tout ça, je pense. Tout à fait. Complètement. Ouais. En allant vers un petit peu tout ça, maintenant, je voulais un petit peu savoir, toi, avec les clients que tu suis des clients en présentiel et en ligne alors? C'est ça, exact. Je fais présentiel et en ligne, ouais. Plus de en ligne, mais je fais aussi du présentiel. Voilà, je voulais te poser la question, mais comment tu observes et qu'est-ce que tu mets en place pour résoudre les déséquilibres que tu observes alors chez tes clients? On va dire un petit peu de ce que tu proposes. Alors, ça dépend. Donc, j'essaie de mettre Alors, ça a vraiment évolué parce qu'au début, j'essayais de tout faire sur tout le monde. Donc, tout ce que j'avais appris, je voulais leur faire toute la posturo, travail sur les réflexes, travail avec Julien avec les trucs quand ils avaient le matériel nécessaire. J'essayais de tout intégrer, la respiration. Enfin, c'était je me noyais, je les noyais, je pense que c'était pas gérable. Donc là, j'ai beaucoup évolué en faisant, bien évidemment. Ce que je fais maintenant, c'est que je fais un bilan général des choses qui me paraissent vraiment essentielles. Donc, je commence toujours par la respiration parce que c'est la base. Ça affecte tout, ça affecte le système nerveux, c'est la porte d'entrée du système nerveux, ça affecte la posture, ça affecte absolument tout. Donc, je commence toujours par la respiration. Quelques tests de base au niveau des réflexes. Je viens toujours regarder les yeux, des petites choses comme ça qu'à distance, je peux faire. Si je parle des clients à distance, je prends des petites choses de posturaux que je peux tester à distance ou des réflexes archaïques que je peux tester à distance et j'essaie de les intégrer juste pour voir déjà s'il y a des choses majeures. Et aussi via un questionnaire avec des questions toutes simples pour voir au niveau du développement dans l'enfance comment ça s'est passé, s'il y a des choses tout de suite qui me marquent. Voilà, donc je travaille toujours avec un questionnaire où je pose des questions plus ou moins personnelles. J'essaie aussi… Alors, les traumas psychologiques, j'essaie de les faire plus tard dans le process parce que dans un questionnaire, au départ, c'est un peu délicat, mais je garde toujours une part pour ça. Mais j'ai mon questionnaire, donc il me permet déjà de voir les gros éléments où je vois que ça peut être problématique. J'essaie de voir si les douleurs, elles arrivent plutôt la nuit, le matin, il y a des vertiges, s'il y a certaines choses qui me paraissent évidentes. J'ai un bilan photo, tout simplement. Donc, j'ai toujours le eye test de Julien qui nous apprend où on regarde la personne tout simplement de face, de dos, de profil et je regarde s'il y a vraiment des éléments au niveau musculaire qui me paraissent majeurs, une épaule qui est plus basse aussi au niveau postural, des rotations, des inclinaisons avec le plan postural qui serait en avant, par exemple, en arrière. Et après, j'ai des vidéos et donc là, du coup, comme je vous ai dit, je fais une base avec les choses vraiment qui sont essentielles. Donc, la respiration, je viens regarder toutes les amplitudes de mouvement. Donc, ça, c'est une autre manière avec laquelle je travaille qui est plus structurelle. Donc, je viens de voir si on a des rotations, s'il y a rotation externe, rotation interne, les flexions de hanches, les extensions, les bras. Je regarde quel niveau j'ai, donc s'il y a des limites d'un côté ou de l'autre, si elles sont symétriques ou pas. Et en fonction, ça me permet de comprendre la stratégie respiratoire de l'athlète. Parce qu'en fonction de comment l'athlète respire et en fonction de son activité, il va créer des compressions qui vont venir limiter ça. Donc, le cas typique, le powerlifter, celui qui fait de la force en tout cas, ou qui a un sport où il y a beaucoup de compression, il va avoir tendance, pour être fort, à se comprimer en avant et en arrière et à devenir très large. Donc, du coup, il a une compression en antéro-postérieur. Cette compression d'antéro-postérieur, le premier degré de compensation que ça va créer, c'est une perte des rotations externes. Donc, classique, le powerlifter qui n'arrive pas à faire à se mettre en sumo, par exemple, sur son terre, etc. Donc, il perd les rotations externes en bas et en haut. Donc, il y a une symétrie toujours, très normalement, s'il n'y a pas de
de couches supplémentaires de compensation, on a une symétrie entre le bassin et tout ce qui se passe ici au niveau du ribcage, de la cage thoracique et des omoplates. Si jamais il y a l'inverse qui se produit, je sais que déjà, il y a une seconde couche de compensation qui s'est créée. Donc, on est déjà sur un niveau secondaire. Il n'est plus dans sa stratégie de compensation de base. Non seulement il s'est comprimé en avant et en arrière, mais en plus, il est venu faire d'autres compressions pour venir continuer à pratiquer son activité. Et la compression, en fait, plus tu comprimes au bout d'un moment, si la première stratégie, elle ne suffit pas, tu dois en mettre une deuxième. Et tu peux comme ça monter à 7 stratégies. Donc après, tu dois déblayer. C'est comme un ananas, tu épluches les couches, tac, 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 et tu regardes. C'est super compliqué à distance, mais je viens déjà voir les premières choses parce que quand l'athlète il vient me voir, en fonction de son activité physique, en fonction de sa respiration, je sais qu'il devrait être d'une certaine manière. Si je vois d'autres choses, je sais qu'on a affaire à un cas plus complexe. Donc, je travaille avec ça aussi. Et c'est des trucs que je peux faire à distance très facilement parce que je peux facilement lui faire des mesures au niveau respiratoire. Je demande toujours des vidéos. Comme ça, je regarde. Je ne fais jamais confiance. C'est triste, mais je ne fais jamais confiance à la tête. Donc, je filme. Je demande toujours à être filmé. Comme ça, je peux revérifier. Et quand j'ai des doutes, je demande à voir la personne ou si je considère qu'il y a un trouble plus important. Exemple, je vois la personne, je me dis là, il y a vraiment un truc au niveau des réflexes, il y a vraiment un truc au niveau postural, il faut la voir. Je lui dis, écoute, je peux travailler sur certaines choses, mais on va avoir des limites. Je pense que tu as besoin vraiment d'un bilan postural, il va falloir passer par ça, par une recalibration, etc. Soit je redirige s'il y a quelqu'un dans sa région à qui je fais confiance. Malheureusement, en France, il y a des gens qui ont fait des formations qui ne les appliquent plus. Donc, ça a été beaucoup le cas avec tout ce qui était reprogrammation posturale faite par le CIES. Donc, j'ai souvent réorienté des gens vers des praticiens, donc en veillant à ce qu'ils avaient bien eu la formation, qu'ils l'avaient faite et tout. Donc, je me suis dit, bon, la personne a fait la formation, elle va bosser de cette façon. Et en fait, quand j'envoie le client, il revient, il me dit, bah non, il m'a mis des semelles et je vois le truc, c'est dégueulasse, ou il n'a pas du tout testé, il n'a rien fait. Donc, au final, j'essaie de… Soit je fais venir la personne à moi, soit j'essaie de lui dire falloir qu'elle fasse quelques kilomètres pour aller voir quelqu'un que je sais qui travaille bien, soit je lui dis voilà, on travaille, mais ça va être limité parce qu'après, je ne suis pas magicienne. Et le travail en ligne est super parce que tu peux accéder à des gens qui sont à distance, mais ça a des limites aussi. Bien sûr, quand on est en présence, il y a déjà un contact manuel qui se perd beaucoup, je pense, aujourd'hui dans le milieu du rehab et que j'essaie de développer actuellement en me formant. C'est compliqué en me formant seule chez moi, mais j'ai vraiment ce truc du manuel. On ressent beaucoup de choses et je pense qu'on l'a beaucoup perdu. Et même les kinés aujourd'hui, je pense vraiment qu'il faudrait l'approfondir parce que via le manuel, tu peux vraiment sentir le corps et sentir des choses. Et je pense que ça fait des fois beaucoup de gens, surtout qu'il y a un peu la peur du toucher. Il y a des cultures, voilà, comme je disais, où ils n'aiment pas trop se faire toucher. Il y a des gens qui n'aiment pas se faire masser, etc. Et je pense vraiment qu'on peut sentir des choses juste avec ses mains. Et il y a un contact d'énergie. Alors, ça ne sera peut-être pas super médecine classique, mais je pense quand même qu'il y a beaucoup de choses avec l'énergie qui se font. Et que vous avez un monsieur là qui est intervenu sur le magnétisme. Donc voilà, il y a plein de choses sur lesquelles on peut jouer et qui sont, elles sont peut-être pas démontrées scientifiquement tout aujourd'hui, mais il y a des choses qu'on peut pas sur le terrain, sur l'expérience, tu vois que ça a des résultats. Donc j'essaie de travailler comme ça et en fonction d'un athlète ou d'un autre, j'ai plus travaillé d'une façon ou d'une autre. Il y a des athlètes qui viennent où vraiment je vois que j'ai une athlète, c'est même pas une athlète, c'est une sédentaire, énormément de problèmes, hyperlaxité, aucune confiance en elle, vraiment beaucoup de troubles. Et quand j'ai fait le questionnaire, j'ai vu qu'il y avait aucun réflexe, j'avais l'impression qu'aucun réflexe était intégré. Elle réagissait à tous les testings des réflexes, elle réagissait. Je me suis dit merde. Donc du coup, j'ai dit écoute toi, on va vraiment mettre le focus sur ça pendant plusieurs mois, on va travailler qu'avec ça parce que sinon je vais te noyer avec d'autres choses et on va voir comment ça va. Et évidemment, elle a eu des réactions émotionnelles en faisant des exercices tout simples, des relâchements d'émotions et tout, mais beaucoup d'améliorations derrière sur des choses elle ne faisait pas le lien, mais moi, je les faisais au niveau de la confiance en elle, même au niveau juste de la posture, en fait. Et c'était vraiment très, très intéressant. Donc, chaque athlète est différent. Après, il y a des athlètes qui viennent avec les mêmes problématiques. On va dire que les powerlifters, je trouve souvent les mêmes problématiques. Donc, j'ai tendance à les faire travailler de la même façon, plus ou moins. Il y en a, ils ont les mêmes exercices. Mais parce qu'en fait, il n'y a pas besoin d'aller chercher compliqué quand c'est simple. Quand l'athlète il est comprimé, tout simplement, je dois lui faire de l'expansion et je viens travailler d'une certaine façon. Et ça sera ça pour tous les athlètes qui auront des compressions parce qu'après, voilà, il y a quand même des patterns qui se répètent via une activité physique. Très intéressant. Mais moi, il y avait un truc, à mon avis, les gens aussi se posent la question. La première chose que tu observes, c'est la respiration. Comment est-ce que tu l'observes? Qu'est-ce que tu mets en place avec le client pour l'aider à mieux respirer? Yes. Alors, la première chose que je viens faire, donc ici, on a un… Coupole. C'est ça. Ouais, ici, on a un angle qu'on appelle ça l'angle infrasternal.
Donc, cet angle-là, normalement, plus ou moins, il devrait être à 90 degrés, plus ou moins, d'accord? Il y a des variations. Il peut être asymétrique chez certaines personnes. Normalement, quand tu inspires et quand tu expires, tu devrais avoir un full mouvement, un mouvement complet de cette partie basse des côtes avec une ouverture et une fermeture. Et cet angle, il devrait être capable de s'ouvrir à l'inspiration et de se fermer. La plupart des gens qui viennent, surtout les powerlifters, les gens qui sont très stressés ou qui sont bloqués, souvent, c'est complètement ouvert ou à l'inverse, c'est complètement fermé. Donc, ça veut dire qu'ils perdent soit leur capacité inspiratoire, soit leur capacité expiratoire. Donc, ce petit test, quand je suis en présentiel, je le fais. Donc, il y a des manières, il faut faire attention parce qu'il peut être biaisé si tu le fais debout versus si tu le fais allongé. Donc, je le fais toujours allongé. Je le fais faire donc, je leur explique bien aux clients comment le faire à distance et je leur demande de filmer au-dessus. Donc, que quelqu'un filme bien au-dessus de leur ventre pour pouvoir voir comment ça bouge. Parce que non seulement j'observe l'angle, mais il faut aussi observer le mouvement. Parce que l'angle, il peut être plus ou moins ouvert ou peut être parfait, mais n'avoir aucun mouvement. Donc, faut joindre les deux. Donc, ça, déjà, c'est mon premier truc qui me permet de voir si la personne, elle respire bien. Après, je regarde tout le mouvement. Ici, j'observe s'il y a des mouvements au niveau, bien sûr, des trapèzes, des muscles accessoires. Mais juste ce premier test, déjà, me permet de savoir s'il a une bonne respiration. Ensuite, via les amplitudes de mouvement, donc tout ce qui va être les flexions de hanches, les rotations externes, internes, etc., je vais savoir si l'athlète, par exemple, il a énormément de rotation interne, mais pas du tout de rotation externe. Je vais savoir que là, pareil, on a un déséquilibre au niveau de la respiration parce que s'il a ces déficits et ces excès, ça veut dire qu'il a le bassin qui est positionné d'une certaine façon et ce bassin est positionné d'une certaine façon du fait de sa respiration. Donc, en faisant travail sur sa respiration, tu peux le faire même très rapidement et tu vois les effets immédiatement. Tu fais travail sur sa respiration avec quelques exercices et si tu arrives à recréer le bon mouvement ici, tu arrives à libérer et à modifier en fait ces amplitudes. Donc, il faut faire très attention parce qu'il y a des gens qui ont plein d'amplitudes, par exemple en rotation externe, et ils se disent c'est super, je suis ultra mobile, je suis génial, là, ma rotation elle est top. Et en fait, non, c'est pas bien parce que justement, s'il a un excès dans un sens, c'est un spectrum, pareil, c'est une ligne. Si tu as un excès d'un côté, tu as forcément une perte de l'autre côté. Donc, tu ne peux pas avoir full rotation externe et, par exemple, plus de rotation externe que la normale et plus de rotation interne que la normale. Si c'est le cas, ça veut dire que tu as fait des dommages à tes ligaments. Donc, c'est un mauvais signe. Donc, ça veut dire que tu as trop étiré. Ça peut être le cas de certaines activités où on fait beaucoup d'étirements passifs. Mais tu as toujours un défaut. Le cas d'une gymnaste, par exemple, tu vois la gymnaste, elle fait le grand écart, tu peux dire elle a complète flexion de hanche et complète extension. Enfin, tu sais, quand tu fais le grand écart avec la jambe devant, la jambe derrière, tu pourrais dire devant, elle a une flexion de hanche complète et à l'arrière, elle a une extension. C'est faux, en fait. Juste par le positionnement de son bassin, elles sont très bonnes pour faire une flexion de hanche, mais en réalité, leur extension de hanche, elle est nulle, elle est zéro. C'est juste qu'elle se place en faisant une rotation et du coup, en fait, que tu vois qui a l'impression d'être une extension de hanche, ce n'est pas une extension de hanche, c'est une rotation. Donc, c'est du fake, c'est l'athlète typique qui fake très bien, c'est un fake. Mais si tu viens bloquer, la placer d'une manière où tu viens mesurer une extension de hanche réelle, tu vois qu'elles n'en ont pas du tout. Donc, faut faire c'est là où le travail en ligne est parfois problématique. C'est que si tu fais tester des petits tests comme ça, comme ceux qu'on apprend tout simple, qu'on voit en ligne pour mesurer les rotations, ça peut être biaisé et c'est là où tu as besoin vraiment d'être en présence et de bien stabiliser la tête. Pareil pour la flexion d'épaule, tu vois, quand tu fais ça, il y a des gens, ils vont avoir, moi je suis très limitée là-dessus à cause de mon activité, mais il y en a, ils vont avoir le bras qui va jusqu'en haut et tu dis, ok, la flexion d'épaule, elle est parfaite, mais en fait, une vraie flexion d'épaule doit se faire en rotation externe. Donc, dès que tu vas placer l'athlète en rotation externe et que tu vas lui faire lever ici, tu vas voir que son coude, il part comme ça. Si son coude, il part comme ça, c'est que sa flexion est fausse, en fait. À partir du moment où il lève et que tu as le coude qui se barre, tu veux le tester chez toi, c'est que du coup, là, il triche, en fait. Donc, sa vraie flexion, il ne l'a pas, en fait. Compensation, ouais. Donc, le corps, il peut vraiment tricher super bien. Julien le dit tout le temps. Il dit les athlètes, c'est les meilleurs pour compenser et cacher et faker. Donc, voilà, vraiment la respiration, tu peux la tester naturellement comme ça, mais tu peux aussi la tester via les amplitudes de mouvement que tu as, parce qu'au final, elle affecte tout le corps. Et dernier truc que j'utilise aussi, c'est via le livre de Mackenzie, Oxygen Book. Tous les tests de voir ta capacité de tolérance au dioxyde de carbone. Donc, tu marches, tu fais une apnée, tu vois le nombre de pas que tu peux faire et en fonction du nombre de pas que tu peux faire ou du temps que tu tiens, tu sais que tu supportes plus ou moins le dioxyde de carbone et c'est un indice de ta qualité respiratoire. Donc pareil, il y a énormément de choses. C'est comme tout, tu peux utiliser des outils différents.
C'est ça, j'avais vu avec, c'était qui? C'était avec un petit séminaire avec Expertise 360. C'était, je ne sais plus qui c'était, un Québécois là, comme ça, préparateur physique extraordinaire. Paul Gagné. Paul Oui, je Gagné. connais très bien. Paul Gagné qui a fait justement un petit séminaire sur la respiration et c'était fort intéressant. Et lui, il l'utilisait pour les sportifs en préparation vraiment de la séance. Il faisait des respirations diaphragmatiques avec des ballons. Je ne sais pas si tu as déjà essayé ça. Oui, Ballon. je travaille beaucoup avec ça aussi. Ballon, paille. J'en parlais là sur le dernier podcast que j'avais fait où je faisais une intervention sur le bracing. Très bons outils parce que du coup, ça permet de venir mieux activer toute la région abdominale et réduire le débit. On l'utilisait beaucoup aussi avec StrongFit du coup pour travailler sur tout ce qui était l'activation des obliques, etc. Donc oui, c'est un outil qui est très intéressant à utiliser. Après, il faut savoir s'en soustraire, bien sûr, parce que quand tu t'entraînes, tu n'as pas ça, mais très utile. Après, tu as tous les nose strips aussi là, que j'utilise parfois pour ceux qui ont vraiment des problèmes, tu sais, qui viennent ouvrir les voies respiratoires. C'est des outils, après, ça ne vient pas corriger le problème, mais c'est des petits trucs qui peuvent être utiles temporairement. Et pour les personnes stressées, etc., est-ce que tu mettrais peut-être en place, bon, déjà, le mécanisme respiratoire, réapprendre à respirer correctement, mais qu'est-ce que tu penses, par exemple, c'est un peu à la mode, mais c'est quand même relativement efficace, mais c'est la cohérence cardiaque. Qu'est-ce que tu en penses de ça, toi, de la cohérence cardiaque? J'ai déjà essayé un petit peu sur moi et sur les personnes stressées. Je pense pas que c'est un truc à la mode. Je pense que c'est très intéressant. Je pense que voilà, ça a eu un effet médiatique, mais je pense que toutes les choses où tu vas venir travailler ta respiration et le rythme cardiaque, tu as forcément un effet sur le système nerveux. Donc, dans tous les cas, ça va t'apaiser. Ça se fait depuis la nuit des temps sur les médecines orientales. D'ailleurs, à la fin, j'ai un petit bouquin, mais du coup, peut-être je le mettrai à la fin, mais où justement, ce livre-là est super. Ils font le lien entre les médecines orientales et tout ce qui était bouddhisme, les techniques respiratoires chez les bouddhismes et la médecine occidentale. Et justement, c'est des choses ça montre bien que c'est des choses qui sont utilisées depuis très longtemps et dans d'autres cultures. Alors, on ne va pas donner ça le nom de cohérence cardiaque, mais ces protocoles respiratoires, ils sont là depuis la nuit des temps. Et je pense je pense qu'il faut tout explorer. Il y a des effets de mode, certes, mais dans ces effets de mode, il y a des choses qui sont intéressantes. Et tant que tu peux apporter ne serait-ce qu'1% de bien-être à ton client, à la personne qui vient te voir, c'est déjà super. Donc, je pense que il y a pas de. Je pense que tout est bien exploré. Et la cohérence cardiaque, je le fais sur moi-même. Donc là-dessus, j'ai pas de souci. Cool. Et alors, au niveau physique, j'imagine que tu coaches tes clients beaucoup sur des modèles StrongFit. Alors, sur comment dire, tu suis aussi de manière comment dire physique ces personnes-là à distance, mais comment est-ce que tu t'arranges? Parce que peut-être que eux à distance, ils n'ont peut-être pas de sandbag, ils n'ont peut-être pas de sled, ils n'ont peut-être pas les outils que tu voudrais qu'ils aient. Comment est-ce que tu amènes peut-être cette vision aussi que tu as à distance? Ça a été mon plus gros challenge. Déjà, le problème s'est posé tout simplement sur moi parce qu'au début, j'avais pas de sled, j'avais pas toutes ces choses-là. Donc, j'ai acheté, mais forcément, ça a un coût et je pouvais pas tout acheter. Donc, j'ai déjà dû explorer. Ça m'a servi après sur mes clients parce que j'ai dû explorer du coup à la salle de musculation classique, qu'est-ce que je pouvais faire. Donc, des petites astuces que j'ai mis. Déjà, avec Julien, il avait introduit à un moment l'utilisation du pec stick, qui est un truc qui était utilisé par les bodybuilders à l'époque pour venir activer les pecs ici. Donc ça permettait d'activer la chaîne interne. Et après, lui, l'utiliser en mettant une kettlebell au milieu pour reproduire un effet de sandbag. Donc j'essayais à chaque fois de trouver des alternatives. J'avais pas de grande corde, mais dans la salle où j'allais, donc j'étais une petite salle de muscu. J'avais pas une grande corde, un grand espace pour faire du tirage de corde, mais juste il y avait une corde qui était là, une kettle, je les attachais, je les faisais passer au-dessus d'une barre de traction et je m'asseyais et je faisais monter, je faisais descendre, je faisais monter, je faisais descendre. C'était pas idéal parce que tu as beaucoup plus de récup, c'est pas pareil, mais c'était toujours mieux que rien. Donc j'essayais de trouver comme ça plein d'alternatives que je pouvais faire. Souvent, le sandbag, je l'ai remplacé par des kettles que je venais vraiment presser et tenir de manière inversée. Donc, au lieu de la tenir comme ça, je la presse pour créer cet effet d'activation. Et après, faut être ingénieux. Moi, je suis allée à la jardinerie, j'ai acheté un sac de terre de 50 kilos et je l'ai scotché de partout et ça a tenu 4 mois. J'en ai racheté un, mais ça m'a coûté 7 € et ça a fait l'effet pendant un moment. Donc, je pense que quand tu es créatif, Julien, sur les séminaires, des fois, il prend une palette de bois qu'il trouve au supermarché, il met 2 poids dessus et il met une corde, un TRX et ça tient. Donc voilà, en général, j'essaie toujours de trouver des solutions comme ça. Et après, pour les athlètes vraiment qui étaient très réticents, j'essaie de garder au moins un élément. Donc souvent, c'était la marche au sandbag tout simplement parce que c'est le plus simple à faire. Tu peux pas me dire que tu peux pas aller acheter un sachet de terre à Jardiland à 5 € et je gardais cet élément-là. Mais c'est sûr que c'est très compliqué à faire
déjà de faire acheter, quand l'athlète vient déjà et qu'il te paye et que ça, souvent, en plus j'ai des jeunes, donc ils n'ont pas beaucoup de moyens financiers, qu'en plus derrière, ils doivent aller acheter un truc à 100, 200 euros, c'est un peu compliqué. Donc, en France, on n'est pas super bien équipé dans les salles à ce niveau-là. Donc, c'est vrai que c'était assez compliqué, mais j'essayais toujours de trouver des petites alternatives comme celles que je viens de dire. Et après, au final, ce que dit Julien, il utilise les outils du strongman avec voilà, le farmer carry, les yoke, etc. parce que c'est des outils qui sont super pour ressentir ce qu'il veut. Mais au final, c'est un principe derrière et c'est une intention. Donc, si tu vas à la salle et que tu utilises une machine de base, tu peux appliquer les mêmes principes et la même chose qu'il recherche, juste en essayant d'activer toi-même volontairement le muscle. Donc, par exemple, j'allais faire du leg extension, je calais ma respiration d'une certaine façon dessus, je venais orienter mes pieds d'une certaine façon par rapport à une autre et j'allais activer plus ma chaîne interne ou ma chaîne externe où je prenais mon pec stick et en même temps, je faisais mon leg extension. Donc, j'essaie de trouver toujours des variations. Je pense que l'outil, c'est vrai qu'il est facilitateur, mais l'intention derrière, le principe est là. Donc, tant que tu vas à la salle et que tu trouves une alternative, ça va. Ouais, c'est important et il y a aussi un truc sur lequel j'aimerais bien rebondir par rapport à ça. C'est le côté, moi j'en ai parlé il y a un petit mois, je vais dire ça comme ça, où en fait on se rend compte qu'on focus beaucoup trop quand on n'a pas l'outil, etc., sur ce qu'on ne fait pas plutôt que sur ce qu'on a fait déjà. En fait, donc pourquoi je dis ça? Parce que par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, où tu dis il faut pas non plus, comment dire, faut pas. Si tu fais 95% du boulot et les 5%, tu les fais pas parce que tu n'as pas l'outil ou que tu n'as pas le truc optimal, c'est pas grave en fait. Il faut quand même se rendre compte que ce que tu as fait avant, c'est important. Et le fait d'être créatif, je suis tout à fait d'accord parce que pareil, en n'ayant pas forcément tout le matos, il y a des fois où voilà, on crée des. Je me rappelle encore, on a créé. On devait tirer en fait par exemple le sled avec la corde. Donc là, pour le coup, on a un sled et une corde, on en a, mais on devait utiliser les jambes, uniquement les jambes. Mais tu sais, quand on est au sol, quoi. Donc on avait fait un barrage en mettant les bancs, en plaquant ça avec des plaques, et on rigolait malade, quoi. On dit putain, imagine si un jour tu dois porter quelqu'un, et tu vois ce côté créatif. Mais en fait, cool. Il faut aussi, voilà, faut pas oublier. Moi, je vais même aller plus loin en disant le côté fun. Parce qu'il faut bien dire que c'est cool, ça doit être marrant, quoi. Ça doit être vraiment, enfin marrant, en tout cas sympa. Parce que si vous êtes à chaque fois que vous y allez, vous faites ça n'ira pas en fait. Donc il faut vraiment garder ce côté challengeant, fun, quoi. Et cette dimension plaisir, elle est très, très importante. Et Julien Lagarde aussi, c'était dans le CrossFit toujours, où il parlait toujours du fun, de prendre plaisir dans l'entraînement. Et Julien Lagarde aussi dans ses dans les templates qui vendent sur leur site. Tu as souvent au début de l'entraînement une partie qu'ils appellent le play, où il te dit, bah voilà, tu prends des anneaux et tu vas explorer le mouvement que tu veux avec, ou tu vas prendre un tel outil et tu vas explorer, tu vas t'amuser, faire des mouvements au sol que tu inventes, mais venir explorer. Et c'est vrai que ce truc-là, l'enfant, au final, il l'a quand il est petit, on est des créatifs, mais on perd tout ce côté créatif et ça devient presque difficile aujourd'hui J'aime beaucoup ce qu'elle fait, Emma Gomez, parce que dans ses mouvements, elle est très créative et j'aime beaucoup la voir bouger, je trouve ça génial. Parce que moi-même, je n'arrive pas à faire ça. Donc, on s'est tellement éloigné de ce côté-là qu'aujourd'hui, tout est très, tu dois bouger de telle façon, tu as des règles et tout, des points de performance que c'est assez dur. Et je pense que, comme tu dis, c'est vraiment important de donner ce truc-là et de prendre plaisir. Au final, c'est sûr que si tu ne prends pas plaisir, tu tiendras pas en tout cas, tu ne seras pas régulier sur ce que tu feras. Ouais, c'est contre-productif, je suis d'accord. Moi, je suis quelqu'un qui, si je m'amuse pas, ça n'ira jamais. Jamais. Tu ne m'auras jamais avec une carotte de performance. Jamais. Tu vois. Donc, il y a un moment, maintenant, c'est comme on disait, les gars, il faut s'écouter. Hein. Faut s'écouter. Si vous savez que vous êtes quelqu'un de complètement créatif et d'un peu farfelu et que vous changez en un mois et demi, vous changez 3 fois de programmation, commencez à vous écouter, à vous dire qu'il faut peut-être penser au fun, quoi. Hein, bon. Mais comme tu l'as dit, je pense que tant que la personne, elle fait, parce que c'est le problème aussi quand les gens ils viennent te voir avec quand je leur donne un plan, par exemple, des fois c'est trop et je le sais et je sais que c'est ce qu'ils devraient faire, mais je sais qu'ils vont pas le faire. Donc au début, ça m'arrivait de donner trop et petit à petit, en fait, je me suis rendu compte que quand je leur donnais trop, ils faisaient pas et que c'était beaucoup mieux quand je leur donnais moins que le nécessaire et qui commençait avec moi et qu'après, de même, il me disait il n'y en a pas assez, est-ce que je peux en avoir un petit peu plus parce que là, il n'y a pas assez et que du coup, après, ils le faisaient d'eux-mêmes. Mais quand je leur commençais que j'en ai trop de trucs, je devais retirer, ils me disaient ça me prend trop de temps, j'ai pas le temps, j'ai que 10 minutes moi pour faire mon truc. Moi, je me disais merde, en 10 minutes, qu'est-ce que je vais choisir, qu'est-ce que je vais prioriser par rapport à autre chose, surtout que derrière, il se fait 2 heures d'entraînement et il me donne que 10 minutes pour l'aider à aller mieux, il espère aller mieux.
Donc, c'est compliqué. Mais au final, si vraiment la personne elle est consistante avec 2-3 exercices, comme tu dis, avec un petit pourcentage, au final, ça va quand même payer. Donc, ça ne sera peut-être pas tout, mais ça va payer un peu. Et je pense qu'à partir du moment où la personne, elle voit qu'elle a eu un premier résultat, après, elle a beaucoup plus tendance à dire, OK, je vais prendre un petit peu plus de temps pour te donner de la chance de me permettre d'aller mieux. Donc, je pense que c'est une bonne réflexion, ce que tu dis. Ouais. Dernière question liée à l'entraînement. Ça, c'est aussi intéressant. Voir un petit peu comment toi, quelle est ta séance type? Comment est-ce que tu mets en place ta séance? Qu'est-ce que tu fais en échauffement? Qu'est-ce que tu fais le corps de ta séance? Un peu comment ça se passe une séance avec toi? Yes. Alors, tout dépend de qui je traite. Si tu dis sur moi ou sur un client? Alors, tu peux dire sur toi, c'est pas mal non plus d'avoir un peu sur toi. Et après, tu peux dire sur un client de manière générale un peu ce que tu fais. Après, j'imagine peut-être qu'il y a certaines choses qui La corrèlent. corrélation, ouais, c'est ça. Bien sûr. Ce que tu donnes à tes clients, évidemment. Bien sûr, c'est jamais pareil, mais sur la manière dont je travaille, de toute façon, c'est simple. Je donne toujours une routine quotidienne, une routine sur les jours de récup, sur les jours off, en tout cas où l'athlète ne s'entraîne pas, et une routine pré- et post-entraînement et des petites activations neurales pendant l'entraînement. Donc, la routine quotidienne, je viens mettre tout ce qui est postural, réflexe archaïque et respiration. Comme ça, la personne, je suis sûre qu'elle respire au moins 2 minutes par jour correctement, qu'elle se reconnecte à elle-même. Je suis sûre qu'elle fait ses réflexes archaïques. Je n'en donne pas beaucoup, mais elle en a voilà, 2, 3 maximum. Voilà, s'il y a des travaux avec les yeux à faire, je suis sûre qu'elle le fait. Ça lui met 5-10 minutes. Elle ne peut pas me dire qu'elle n'a pas le temps de faire ça le matin ou le soir. Le jour off, je mets toujours une petite routine parce que je sais que la plupart des gens, en tout cas les athlètes qui font beaucoup de sport type CrossFit, force et qui ont beaucoup de fatigue, ils ont tendance à rester chez eux à rien faire et ils récupèrent très mal. Tu as une stagnation de la lymphe, de toute la circulation. Donc, à chaque fois, je leur dis marcher 10-15 minutes, surtout ceux qui ont des problèmes de dos, en marche rapide, du classique, mais au moins marcher, s'oxygéner, si possible, marcher pieds nus dans une zone qui stimule. Et derrière, je leur donne des petites activations pareilles à faire sur leur point faible. Ça peut être du travail sur un gainage spécifique, sur leur chaîne latérale s'il y a des déséquilibres à ce niveau-là. Enfin, je leur donne 2-3 petites choses très courtes parce que je sais que sinon, ils ne vont pas le faire. Mais au moins, je donne voilà, 2-3 bases qui me semblent importantes. J'espère qu'ils le font. Il y en a qui, je sais, vont le faire un jour sur 2, mais au moins, je sais qu'à un moment, ils vont peut-être le faire. C'est mieux que zéro. C'est mieux que zéro. Et au niveau du plan, alors, ma base, c'est toujours, donc, je travaille avec une sorte de… Je travaille comme ça, je mets un reset, je mets un readiness, ensuite je fais un rebuilding et un recovery. Donc, mon reset et mon recovery du début, c'est toujours de la respiration. Donc, premier exercice, c'est une respiration qui vient réaligner le corps et permettre ensuite de préparer à la suite. Et à la fin de l'entraînement, même chose, comme le corps il a eu plein de compression, je viens faire un exercice d'extension au niveau de la respiration. Ça peut être un external oblique opener aussi de Julien. Donc, ça va dépendre, l'exercice va dépendre. J'utilise un peu selon l'athlète ce qui me semble le plus pertinent, mais ça va toujours être un travail avec cette souvent activation du corps et activation de la respiration. Ensuite, je fais des exercices préparatoires. Donc, selon la discipline de l'athlète, ça va être plus ou moins, si c'est un powerlifter, il va falloir quand même que je le prépare à son squat. Je ne peux pas lui faire passer sur un squat et juste lui avoir fait faire de la respiration. Sinon, il va me tuer, l'athlète. Il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt, il va me dire merde. Mais j'essaie toujours Alors, au début, je mettais que des exos qui étaient très accériables. Et je me suis rendu compte qu'ils ne se sentaient pas assez chauds, même psychologiquement, quand ils ne faisaient pas les exos de base que tu vois sur Instagram avec l'activation des moyens fessiers et tout. Même si pour moi, ça ne me semblait pas toujours pertinent. L'athlète a quand même besoin de se sentir un peu en confiance, de ne pas se dire je fais un truc qui n'a rien à voir. Donc, j'essaie d'alterner, de faire 50-50, de laisser 50% d'exos que je sais que l'athlète aime bien, avec lesquels il se sent bien, où lui, il a l'impression d'être chaud, et 50% d'exercices qui sont nécessaires. Donc, par exemple, typique, je manque de rotation externe à cause de mes compressions. Je vais venir faire des exercices qui, justement, permettent d'accéder à ça. Alors, ce n'est pas du tout les exos qu'on voit sur Internet pour faire de la rotation externe d'épaule. Ce n'est pas du tout ça. C'est vraiment des exos où via la respiration, tu viens replacer tout pour te permettre d'accéder en fait au mouvement. Et du coup, j'utilise cet exo comme un truc qui prépare à l'exo que l'athlète aime bien, qui est un truc bateau où il a justement de la rotation externe. Mais je sais que juste avant, lui, il a vraiment libéré sa rotation externe et que quand il va venir faire le truc, il va vraiment travailler à sa vraie rotation externe et qu'il ne va pas être en train de compenser en faisant des rotations dans tous les sens. Donc, je travaille comme ça. Et pendant la séance, donc entre ces lifts, par exemple, pour un powerlifter, je vais avoir tendance à lui mettre des resets neurologiques
ou des reset activations. Donc, par exemple, s'il a certains muscles qui sont inhibés et qu'il a des compensations avec d'autres muscles, donc mettons un psoas qui inhiberait un grand fessier, et ben, je vais venir lui faire relâcher son psoas et activer le grand fessier entre les lifts parce que ce n'est pas quelque chose qui est épuisant, mais du coup, ça va lui permettre d'activer les bons muscles après sur son lift. De manière générale, j'ai tendance à toujours faire un reset complet avant la séance pour activer neurologiquement tout le corps via des points réflexes et des points lymphatiques. Mais je l'intègre aussi parfois entre les lifts quand c'est nécessaire. Par exemple, pour un soulevé de terre, il y a beaucoup d'athlètes qui ont un grip qui est faible. Donc, si je teste leur grip et que je vois qu'il est faible et qu'il compense avec le coude, je viens relâcher le coude et je viens activer le grip. Et comme ça, je sais que quand il vient prendre sa barre, il y a beaucoup moins de chances qu'il perde sa barre ou qu'il ait des compensations et qu'il se trouve avec des tendinites au coude, etc. Donc, j'essaie toujours j'ai toujours cette structure. Après, les exos que je mets dedans, ça va varier. Mais j'essaie toujours de commencer et terminer par de l'expansion et le préparer après dedans en fonction de ses compensations, de ses limites sur les points nécessaires, tout en gardant une base avec laquelle ils se sentent quand même à l'aise parce que les gens n'aiment pas quand ils viennent te voir, ils s'attendent à voir un truc, un bird dog, un side plank et puis une ouverture de fessier. Et toi, tu leur donnes un truc, ils se disent mais c'est quoi ces exercices? Les gens, ils vont se moquer de moi à la salle, ils vont dire ça ressemble à rien. Donc, tu rigoles parce que ça t'est arrivé. Ça nous est tous arrivé, ça nous est tous arrivé. Si en plus tu lui donnes le ballon et la paille, là c'est bon, tu l'as tué, l'athlète, il le fera jamais. Donc, tu es obligé de trouver un petit compromis, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Typiquement, le sac de jardinage au Basic Fit, c'est chaud, quoi. Ouais, voilà, ça vient. Mais ça m'est déjà arrivé de me faire engueuler dans ces salles-là quand tu te mets pieds nus, ils veulent pas, quand tu amènes des trucs. Donc, je sais que c'est pas facile pour tout le monde. Donc, après, tu essaies de trouver un entre-deux sur ce qui est normal. Hein. Question maintenant un petit peu plus personnelle. Tes 3 plus grandes influences et pourquoi? Ça, c'est compliqué. Alors, hormis les gens qui m'ont mentoré, comme Julien, qui ont eu une grande influence, comme Mathieu Boulet au début, etc., il y a eu mon papa déjà, tout simplement, parce que c'est quelqu'un qui n'a pas fait d'école, qui a fait le tour du monde en voyageant en sac à dos. Donc, qui a arrêté l'école à 15 ans, qui a pris sa guitare et qui a fait tout le tour du monde en voyageant, en jouant de la guitare dans le métro. Donc, et c'était très atypique. Après, il a rencontré ma mère et il a fait la même chose. Il faisait des marionnettes dans la rue. Dans le vieux Paris et finalement elle a eu ma sœur, donc après ils se sont installés. Mais c'est quelqu'un qui a toujours été très libre, qui n'a jamais suivi une école de pensée, pensée telle qu'elle a été par l'école parce qu'il n'a pas été à l'école et qu'il n'était pas du tout bon élève. Donc c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré à toujours garder un esprit critique, qui m'a fait voir depuis que j'étais toute petite des films du très bon cinéma, qui m'a fait écouter de la très bonne musique, qui m'a initié à beaucoup de choses et qui m'a donné cette ouverture d'esprit que j'aurais pas eu et un esprit, de garder cet esprit libre en fait tout au long de ma vie, de jamais me sentir redevable et de me sentir attaché à quelque part pour une raison ou une autre. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé dans ma vie, je pense, parce que j'étais une très bonne élève. On m'a toujours dit, il faut faire telle école, il faut faire ci, tu feras ci, tu finiras président, tu feras ça. Et au final, tu as tendance à te laisser imprégner par ça et tu n'arrives plus à trouver qui tu es réellement et qu'est-ce que tu veux réellement. Parce que quand tout le monde te dit, tu es bon, je sais pas, j'étais très bonne par exemple en histoire, on m'a dit, voilà, il faut que tu fasses Sciences Po. Et puis donc, j'ai fini par faire Sciences Po parce que dans ma tête, j'ai imprégné ce modèle-là. Puis finalement, tes parents, donc surtout ma mère, on lui disait tellement que je devais faire ça qu'elle-même commençait à y croire et me disait ça serait bien, donc tu te laisses imprégner. Et mon papa à côté me disait mais fais ce qui te fait plaisir, même si tu as envie d'être plombière, sois plombière et tu t'éclateras, fais ce qui te fait plaisir. Et voyage, il nous a beaucoup fait voyager en sac à dos des petits, donc il nous a amenés en Inde quand on avait 12 ans. On a fait vraiment des voyages très très marquants, donc ça m'a donné cette indépendance. Donc mon papa, pour juste qui je suis actuellement. Et après, au niveau cinématographique ou littéraire, dans la même vision, il y a Étienne de la Boétie qui, je ne sais pas si tout le monde connaît. C'est un très jeune garçon qui a écrit au XVIe siècle, dans les années 1500, un livre pour lutter contre l'absolutisme des rois et qui explique en fait comment. Donc, il montre qu'on s'est soumis à un modèle et à une autorité, non pas parce qu'on a eu une autorité sur nous, mais qu'on s'est soumis volontairement par besoin de sécurité. Donc, il fait toute une analyse entre le besoin de sécurité et le besoin de liberté et comment volontairement, en fait, le peuple, à l'époque, s'est soumis à l'autorité d'un roi
par besoin de sécurité et à sacrifier toute sa liberté. Et c'est quelque chose qui m'avait beaucoup marqué quand j'étais jeune, quand j'avais lu ça, parce que ça me semblait très vrai et qu'aujourd'hui, c'est un truc auquel voilà, je suis confrontée quotidiennement. On a toujours peur de faire certaines choses, de prendre des chemins, même en tant que coach, de se lancer, de faire des choses parce qu'on a ce besoin de sécurité. C'est beaucoup plus confortable de suivre un modèle, une école. Et au final, ça demande beaucoup de courage et c'est facile à dire comme ça. Mais quand tu es tout seul chez toi et que tu te dis merde, j'ai pas d'argent qui rentre, à la fin du mois, j'ai le loyer à payer, j'ai tout ça à faire. Finalement, c'est plus facile de choisir la voie classique. Donc, c'est quelque chose que j'essaie toujours de me rappeler et de me dire, mais au final, on n'est pas obligé de se soumettre à ça. Et il y a des gens qui arrivent. Alors, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. C'est juste un choix personnel et ça demande des couilles, comme certains diraient. Mais ça vaut le coup, je pense, si tu veux te donner les moyens de faire quelque chose qui te fait vibrer au final, qui t'épanouit tout simplement et de devenir ce que tu es. Donc ça a été une grosse influence. Après, je réfléchis, mais ça a été surtout les gens que j'ai croisés, parfois des gens insignifiants dans ma vie, dans mes voyages. Tu allais dire? Non, mais c'est ça, c'est exactement la même chose en fait. Ce que tu dis là, c'est les rencontres, quoi, tu vas me dire. C'est ça? Oui, c'est ça, c'est tes rencontres. Des fois, c'est des gens insignifiants. Tu vas prendre un café avec quelqu'un ou tu voyages et tu rencontres quelqu'un dans un bus, dans un avion qui te raconte son parcours, sa vie et qui te dit voilà. Et il te dit une phrase ou ça peut être un mot et la phrase, elle te reste et tu y réfléchis après ou ça te revient un mois après quand tu es face à une situation et tu te dis putain, mais quand on m'avait dit ça ou cette personne. Et c'est ça, je dirais, j'ai pas un modèle, j'ai pas quelqu'un que j'idéalise. Mais j'ai toutes ces petites personnes qui ont fait ce que je suis aujourd'hui. Et si je devais toutes les citer, oulala, je m'en sortirais pas. Super. Un conseil que tu pourrais donner à ton toi d'avant, peut-être à ton toi, je ne sais pas moi, à 18 ans, souvent, hein, c'est un peu l'âge un peu où les choses changent beaucoup, on quitte un peu l'adolescence, on se dirige vers l'âge adulte. Peut-être à 18-20 ans, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à ton toi de cette période-là? Alors, à mon moi d'avant ou même à mon moi actuel, parce que je suis toujours toujours pleine de doutes sur certaines choses. Déjà, de ne pas être aussi perfectionniste et de pas avoir peur de ne pas tout faire parfaitement ou de ne pas toujours réussir. J'ai beaucoup eu ce problème-là avec quand j'ai dû me lancer, j'avais peur de pas être à la hauteur, de pas réussir à aider complètement quelqu'un. Et c'est quelque chose auquel je suis toujours confrontée aujourd'hui. Je vis très mal quand j'arrive pas à avoir 100% de réussite avec quelqu'un qui a des choses qui continuent à pêcher. Et je me dis, je suis pas assez bonne, j'arriverai pas. Et ces choses-là, personne ne le dit sur Instagram parce que tu vas pas aller dire, mon Dieu, je doute de moi. Et la vérité, c'est que je pense qu'on est tous comme ça, même s'il y en a, c'est plus ou moins fort. Mais je pense que c'est important parce que si personne n'en parle, finalement, tu te retrouves tout seul avec tes doutes et tes appréhensions et tu te dis, mais en fait, il n'y a que moi qui doute de ce que je fais, malgré toutes les… Alors, ton entourage, il a beau dire, mais tu connais ça, tu connais ci, tu connais beaucoup plus de choses que certaines autres personnes, tu t'es formé, tu es passionné, mais quand tu aimes ce que tu fais et que tu es passionné, pour toi, c'est jamais assez. Enfin, en tout cas, dans mon cas, j'ai l'impression que c'est jamais assez. C'est clair. Et t'as le même problème. Ah, tu vois, on est oui. Non, t'es pas toute seule. T'es pas toute seule. Super, je suis contente. Donc, j'ai souvent tendance à vouloir repartir sur un schéma scolaire pour me rassurer. Donc, l'année dernière, je devais aller en école de kiné et mon conjoint m'a beaucoup fait réfléchir et je n'y suis pas allée. Et cette année, j'ai lancé mon business et ça se passe bien, mais je ne vis pas encore actuellement pleinement de ce que je fais. Donc, j'ai beaucoup de peur quand tu as des gens qui sont issus du milieu médical, qui ont une certaine réputation, qui te tiennent des discours très médicalisés et où toi, tu dois essayer de t'imposer une vision, enfin, tu dois essayer de communiquer avec, mais où du coup, tu n'as pas ce diplôme et ce bout de papier qui te donne la crédibilité ou la connaissance. Donc, je me pose encore aujourd'hui la question de est-ce que je devrais passer malgré tout par une école pour avoir ce diplôme et un jour pouvoir me sentir tranquille. Donc, c'est un combat de tous les jours. Donc, si je devais me donner un conseil, ça serait d'avoir confiance en moi et de se rappeler qu'il n'y a aucun chemin qui est définitif, que tout ce que tu prends comme voie, tu peux toujours revenir en arrière, non parce que tu prends un chemin et tu ne reviens pas en arrière, mais tu peux toujours dévier de ton chemin. Donc, même si tu ne fais pas une chose, une école, une formation, un choix de vie particulier, tu peux toujours bifurquer un moment et repartir. Donc, il n'y a rien qui est intemporel, en fait. Tu peux toujours modifier ce que tu es, ce que tu as fait
c'est la beauté de l'être humain. On a le droit de faire des erreurs, de se tromper et de s'améliorer. Donc voilà, de ne pas tellement s'angoisser quand il y a des choix à faire et de relativiser. C'est facile à dire, hein, mais j'ai beaucoup de mal à le dire moi-même. Tu as la réponse à tes propres questions, en fait. Voilà, mais après, c'est pas pareil quand tu t'appliques. Comme souvent, hein, quand on s'écoute, c'est assez aberrant. Ça me parle énormément ce que tu dis parce que j'ai eu cette discussion il y a à peu près un an avec un de mes meilleurs amis. Il se reconnaîtra, Pierre, petite dédicace, où en fait, il me dit, tu sais, ce qui est incroyable avec toi, Benja, c'est que toi, tu veux être là avant de commencer. Et en fait, il faut que tu comprennes que tu peux être là et tu peux commencer, tu vois. Et ça résonne énormément avec ce que tu dis parce qu'il me disait, il m'a vraiment pris en me disant, OK, il faut que tu comprennes que le meilleur plan au monde vaudra toujours moins que la plus petite action. Et je ne sais pas s'il le sait, même, bon, s'il écoute maintenant, il le sait, mais c'est ce qui a fait que j'ai lancé le truc, en fait. Où je me suis dit, putain, il a il a raison, en fait. Et ce qui est dingue, c'est qu'en général, c'est moi qui dis des trucs comme ça. Mais comme tu dis, quand c'est toi qui es touché et tu dis toujours, non, j'ai pas. Allez, j'apprends ça et puis j'y vais. Et puis, tu sais, tu apprends un truc et puis tu fais, ouais, mais en fait, j'ai vu ça, je vais apprendre ça et puis j'y vais. Tu vois, il y a toujours cette continuité, cette recherche absolue. Mais pareil, quand on n'arrive pas et ça arrive et c'est extrêmement frustrant à aider à 100% quelqu'un, en tout cas à ne pas lui faire atteindre l'objectif que peut-être lui-même s'est fixé, il faut aussi comprendre qu'il faut aussi mettre ça en, comment dire, être objectif en se disant, ben, peut-être que le gars était là, que maintenant il est là, mais que dans ce que je vais apprendre pendant les 2 ans, 3 ans qui vont suivre, peut-être 1 an, 1 mois, on s'en fout, tu vas arriver à petit à atteindre son niveau. Et ça, il faut aussi se dire, pareil, rien n'est gravé dans le marbre. Donc, ce que tu dis vraiment, moi, ça résonne à fond, quoi. Mais il y a une citation en anglais, j'ai un anglais affreux, peut-être vous pourrez la redire mieux, mais ils disent, je ne sais plus c'est qui dit ça, qui dit « The more you know, the more you don't know ». Plus tu en sais et plus tu te rends compte qu'en fait, tu sais rien. Plus tu sais que tu ne sais pas, ouais, exactement. Mais c'est important de se le rappeler tous les jours parce qu'au final, ça te permet de relativiser et te dire, OK, mais en fait, j'aurais beau continuer à apprendre à lire tous les bouquins et ça ne sera jamais suffisant parce qu'il y aura toujours des domaines que tu ne maîtriseras pas ou tu seras moins expert dans un domaine. Et c'est vraiment, vraiment important. Et un autre conseil auquel je pense, et je pense que ça servirait à tout le monde, c'est de prendre des temps pour rien faire en fait. Parce que je l'ai eu un peu pendant quand j'ai voyagé un petit peu, où tu coupes de tout. C'est là où tu as le plus d'idées, de créativité qui t'arrive, de tout. Et dans le quotidien, tu es tout le temps en train de lire, de faire, d'apprendre, de faire tes programmes, de penser à ça. Et j'ai l'impression que ça tue complètement la capacité à créer des projets, à trouver même des solutions à des problèmes. Et quand tu pars et que tu poses tout, là, en tout cas personnellement, et du coup si tu le confirmes, c'est qu'on n'est pas, je suis pas seule, t'es vachement créatif, des projets, des trucs que tu as envie de lancer, qui te viennent, même des liens sur par exemple, moi dans le cadre du RIAB, je fais des liens que je fais pas avant, et donc voilà, de juste prendre vraiment des moments où tu fais rien, mais ça met un temps avant d'arriver à cet état de créativité. Enfin, personnellement, je sais pas comment c'est pour toi, mais ça met au moins 4-5 jours où je fais rien avant que d'un coup, je commence à me dire « Ah, ça y est, là, ma tête, elle s'est vidée et là, je suis capable de créer, en fait. » Et ça, il y a trop peu de personnes qui le font actuellement à cause du mode de vie, surtout ceux qui ont un emploi salarié. Donc, important de s'accorder ce temps-là ou rien faire. Faut pas culpabiliser. Je suis sûre qu'il y a plein de personnes qui sont dans ce cas-là aussi, qui culpabilisent quand elles ne font pas assez, qui se disent oh là là, pendant ce temps-là, il y a plein de gens qui lisent, qui se forment et tout. Moi, je suis pas en train de faire. Mais en fait, ce temps-là où tu fais rien, c'est pas du temps perdu, c'est du temps c'est du temps ultra productif en fait, ultra productif. Ouais, c'est super intéressant. Hein. Dis-moi, Bastien. Non, c'est vrai, c'est super intéressant, non? Parce que, en fait, ça part en sucette un peu, mais nous, on aime bien. C'est comme ça, LBNG, c'est comme ça. Et moi, j'adore quand ça part en sucette, donc c'est là où je suis le meilleur. Alors, l'idée, en fait, c'est déjà, oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit. Moi, par exemple, typiquement, je vous demande, les gars, d'essayer de rester 10 minutes sans rien faire, sans votre téléphone. Et là, on commence à causer. Là, on commence déjà à parler. Je vous défie. Alors, je suis le premier à le faire. Hein. Genre, tu es dans une salle d'attente. Qu'est-ce que tu fais? Le premier truc que tu fais, tu prends ton téléphone. C'est le premier truc. Simplement, tu es en train de chier. Tu es en train de chier. Tu pourrais être tranquille en train de chier. Non, tu sors ton téléphone. Ton téléphone, c'est vrai. Mais on le fait tous. Mais essayez. Alors, moi typiquement, par exemple, moi, je le fais dans la douche. Alors, ça ne fait pas d'économie parce que clairement, en général, voilà. Mais voilà, l'eau coule, hein, on est bien d'accord. Mais c'est vraiment un truc où je me dis, OK, 10-15 minutes
où je suis seul avec moi-même dans la douche et c'est un truc que j'ai depuis l'enfance. Enfin, faut pas chercher. C'est vraiment cette bulle, sans mauvais jeu de mots, hein, où tu es vraiment t'es avec toi-même. Moi, en général, c'est là que je prends énormément de décisions importantes dans ma vie, en fait. Parce que tu es seul avec toi-même et c'est très con, hein, mais je veux dire, si vous faites, par exemple, typiquement, je vous le souhaite, hein, mais vous prenez tout le temps un bain avec votre conjoint, conjointe, il n'y a pas ce. Alors, ça peut être un moment super hein, d'intimité de couple, etc., mais il n'y a peut-être pas forcément. Bon, ça dépend de ce que vous faites, mais voilà, là, ça part en sucette vraiment. Bref, donc l'idée, c'est vraiment ça de se créer. Et alors, moi, je pense aussi que par rapport à ce que tu dis, Victoria, donc de ce côté où tu dois avoir 3-4 jours, c'est parce que tu as besoin de 3-4 jours pour process ce qui est en cours dans ta vie. Bien sûr. Et ça, c'est aussi important de se laisser le temps parce que tout le monde l'a déjà vécu, ça, le côté putain, je glande. Maintenant, les gars, prendre 1 heure pour vous ou 2 heures sur Netflix ou passer 8 heures à faire que ça, il y a aussi une différence. Hein. Je veux dire, ça dépend de vous, comment vous êtes capable de respirer. Typiquement, ma compagne, quand elle a besoin de respirer, elle crée des choses parce que c'est une peintre, etc. Bon, voilà, les peintures derrière, c'est elle, par exemple. Elle, c'est vraiment des moments qu'elle prend pour elle. Moi, c'est le jeu vidéo parce que, par exemple, je ne réfléchis pas, je vis mon truc. Un peu comme Julien quand il parle de jeux, justement, de jeux vidéo. On a vraiment chacun cette façon-là. Mais oui, si tu ne prends pas de temps pour toi, tu ne peux pas t'écouter et peut-être apprendre ce que tu es ou ce que tu pourrais être. Ça, c'est vraiment important. Bien sûr, je suis totalement d'accord là-dessus. Et par rapport au petit exercice que tu faisais, j'avais lu dans un bouquin, je ne sais plus où, justement, de mettre un point noir en fait, sur ton mur en face de ton bureau et un moment dans la journée le fixer et rester fixé comme ça pendant 10 minutes. C'était infaisable. Genre, au bout de 3 minutes, j'en avais ras-le-bol. Je me disais, mon Dieu, je perds du temps. Moi non plus, j'ai testé. Je crois que mon corps est 2 minutes 10, un truc comme ça. Mais alors maintenant, je me dis, c'était les réflexes, tu vois. C'était peut-être lié à ça. Après, j'ai un papillon qui passe. Moi, je le regarde, je le suis. Tu vois ce que je veux dire? C'est dans ma personnalité, quoi. Donc, voilà, c'est l'idée. Alors, voilà, non. Pour finir tout ça, déjà, un truc un peu plus personnel au niveau de l'entraînement, c'est quel est ton mouvement préféré? Comme ça, les gens vont dire, qu'est-ce que tu préfères dans l'entraînement? Alors, surtout pas le bench. Ça a évolué. Au début, c'était le soulevé de terre. Et maintenant, je dirais que c'est le squat. Mais les deux, j'aime beaucoup. Je suis très mauvaise sur le bench. Je suis très forte, en fait, je suis très forte sur le haut du corps, mais j'ai une technique. J'optimise pas du tout ma technique de power. Donc, mon pontage est mauvais. J'arrive pas à faire le leg drive, à pousser dans les jambes. Donc, que tu mettes pied au sol ou pied levé, j'ai la même charge. Donc, c'est pas mon mouvement de prédilection. Mais j'aime bien les mouvements plutôt axés bas du corps, donc le squat et le terre. Et après, j'adore le strong, tout ce qui est strong, je me régale dessus, le sled, le crawler, le yoke, tous les mouvements tous les mouvements de force, vraiment, je me régale. Mais j'adore aussi le cross. Enfin, tous les trucs où finalement tu es au bout de toi-même, où vraiment tu vas toi-même, je suis contente. Voilà, c'est ça. Si tu avais aussi maintenant, dernière question, 3 livres à conseiller, quels seraient ces 3 livres? Alors, celui que j'ai dit tout à l'heure, du coup, celui-ci, qui est donc de Will Johnson, c'est un mélange de rolfing, qui est une méthode justement de rééquilibrage du corps humain, et c'est un livre qui fait le lien entre la médecine orientale et la médecine occidentale. Ça parle de plein de choses. C'est un mélange de réflexion de la vie, de compréhension du corps. C'est très dur à décrire comme livre, mais c'est très bien écrit. C'est super. Donc ça, je le recommande. Par contre, c'est qu'en anglais, donc pas en français. Balance of Body et Balance of Mind. L'impact de la psyché sur le corps humain. Il y a The Endless Web qui est un livre qui fait toute la genèse de l'enfant jusqu'à l'âge adulte et comment les fascias en fait évoluent dans le corps humain, s'adaptent et comment du coup on peut arriver à des déséquilibres posturaux. Il y a des exercices un peu pratiques à la fin aussi. Je suis pas à 100% d'accord avec les exercices pratiques, mais la théorie avant est très bien faite et il y a beaucoup de schémas qui sont vraiment excellents avec les fascias. Enfin, c'est vraiment vraiment super. Et après, plus sur un point… Bon, il y a plein de livres, vraiment. Je lis 3-4 livres par semaine. Donc, je lis beaucoup. Je suis mais du coup, je retiens… Un truc qui m'intéresse, c'est comment tu arrives à implémenter ce que tu lis. Quelle est ta technique à toi, par exemple? Je fais des fiches. Je fais des notes plutôt sur le PC. Après, j'essaie de les faire à la main là, pour me faire un gros dictionnaire. Mais des petits trucs. Après, j'essaie de me faire des tout petits résumés, tu vois, les petits points très importants des bouquins. Mais
c'est un seul défaut, hein, c'est quand tu lis beaucoup, forcément, je pense que tu engrammes moins que quand tu lis peu. Mais ça, c'est mon problème. J'aime bien lire à l'envers aussi, donc je fais des trucs bizarres comme ça. Mais ouais, je commence les livres à l'envers. Enfin, je pense que c'est de l'anxiété, c'est le fait de vouloir lire vite, tu vois. Et je sais Tu pas. commences par la fin. Si. Ça, c'est typique aussi des. Enfin, il y a beaucoup de gens un peu hyper contrôlants comme ça, ouais, comme tu dis, l'anxiété, le stress du truc. Ok, à la fin, c'est sûrement plus important. Tu vois, c'est marrant. Je peux pas l'expliquer, c'est comme ça. Et après, en termes de plus de personnel, il y a un bouquin qui s'appelle Brilliance. Attends, parce que j'ai le titre, mais je me souviens pas exactement, que je dise pas de bêtises. Ça s'appelle Borrowing Brilliance. Les 6 étapes du business, de l'innovation en business. Alors, c'est en anglais et l'auteur, c'est David Cordmuret. C'est un livre qui est assez intéressant justement pour cette… c'est un truc que je me suis toujours dit, c'est que quand tu as des modèles ou que tu fais des formations, tu vois des gens qui sont experts dans leur domaine, qui ont inventé des choses ou qui ont des méthodes vraiment qui leur appartiennent. Et souvent, j'ai ce truc-là de me dire… mais moi, j'ai pas cette créativité-là, ou je n'arriverai jamais à créer. Tu as toujours envie de créer un truc un peu tissé qui t'appartienne, qui est à toi-même. Et tu as l'impression que tout est déjà fait, en fait, des fois, quand tu vois le monde qui t'entoure. Et en fait, ce livre-là montre qu'au final, toi, tu peux être… et mon conjoint me le disait tout le temps, donc ça me fait sourire quand je pense à ce livre-là, c'est qu'au final, même si tu apprends plein de choses différentes, toi, en tant qu'individu, tu l'amènes différemment et tu fais une synthèse que d'autres n'ont pas fait. Donc, comme tu as dit au début du podcast, tu disais, voilà, on fait tous des formations différentes, on lit des choses différentes. Et au-delà de ça, on fait des voyages, on fait des rencontres, on est un individu avec un système de réflexion à part entière. Donc, tu auras… Même si on faisait tous la même chose, au final, tu peux apporter quelque chose de différent parce que toi, tu vas le mettre et faire ton puzzle différemment. Et ce livre-là, il montre vraiment que tu peux t'inspirer de choses d'autrui et arriver à produire quelque chose de nouveau. Et du coup, il est pas mal, je le trouve vraiment intéressant pour ça. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Bah, écoute, comment pouvons-nous te suivre alors? Alors, j'ai mon site web tout classique, www.thehumanmovementtherapy.com. J'ai réussi à le dire, d'habitude, je n'arrive même pas à prononcer le nom de mon business, c'est une catastrophe. Ensuite, sur Instagram, la même chose, The Human Movement Therapy. Et après, on a un podcast, mais alors on a un podcast que force, donc on traite que des thématiques autour du powerlifting, de la force athlétique avec mon compagnon qui s'appelle The Strengths Web Podcast. Donc, je pense que c'est le premier podcast 100% dédié à la force en France. Donc, on ne fait pas du quantitatif, on essaie de faire le plus qualitatif possible. Donc, on sort qu'un podcast tous les 2 mois. Mais on essaie de trouver alors, le powerlifting en France, au niveau des intervenants, il y a beaucoup moins que bien sûr, outre-Atlantique. Mais on essaie de trouver justement des personnes avec qui on peut avoir, un peu comme on a fait là, une discussion. C'est ouvert, donc on part avec une petite ligne de discussion, mais après, ça reste ouvert et ça part, ça s'enrichit de chacun. Ouais. Donc, voilà. Donc, pour le moment, on n'a fait que 4 éditions. Là, on a tourné la 5e. Donc, c'est petit, mais on essaie de produire un contenu assez qualitatif. Et après, c'est des podcasts assez longs. Donc, ça dure 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures parfois. Donc, il faut s'accrocher. Mais on n'avait pas envie de se limiter dans ce qu'on faisait. Donc, c'est les trois moyens de me suivre. Après, à Montpellier, je suis ici pour tout ce qui est testing en personne. Mais je suis tout le temps vadrouille, donc il faut m'attraper quand je suis dans mon point. Voilà. Bien, merci beaucoup pour cet échange. En tout cas, on voulait te remercier. Merci à vous. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Oui, c'était super. Franchement, je vous ai dit, je trouve j'avais le projet de faire un truc comme ça, ou en tout cas, j'avais envie d'aller interviewer des gens liés au mouvement, à la santé et tout depuis l'année dernière. Et je bouge tout le temps et je fais tellement de choses que je me suis dit, non, il faut que tu fasses déjà tes choses une par une. Donc, du coup, je suis très contente de voir que ça se fait parce que j'ai l'atelier Fit qui est d'un copain, Jean-Marie, qui a un podcast qui est très bien. Mais il n'y avait pas un truc vraiment axé sur justement le corps, le mouvement en soi. Et cette vision holistique. Et du coup, c'est vraiment cool de voir que ça prend le jour et les intervenants que vous avez eus sont super. Donc, je pense que ce sera utile à tout le monde de suivre ce que vous faites. Et en tout cas, je suivrai ce que vous faites avec grand plaisir. C'est gentil. Merci beaucoup. Voilà. Alors, je dis souvent cette question-là et c'est la dernière question que je pose toujours. C'est est-ce que, Benja, tu as un dernier mot?
Mais j'ai un peu tout dit avec la douche, hein, au final. Ouais. C'est le résumé. On a eu Michael Jordan au début, on a eu la douche après, là c'est bon, on a tout. C'est ça. Nous sommes donc des créateurs de vérité. Voilà. Ça, c'est vraiment moi, c'est ce que je veux retenir de tout cet échange. Et aussi ce côté passionné, sortir des sentiers battus. Moi, j'ai eu, c'est très marrant. Alors, j'ai pas rebondi dessus, mais en fait, ma mère a eu un peu le même parcours que ton papa. Okay. Beaucoup moins dans l'évasion, etc. Parce que bon, enfin, d'un point de vue familial, c'était plus compliqué. Mais je veux dire, elle a vraiment eu ce côté où elle a arrêté l'école très jeune. Et en fait, elle m'a dit vraiment très jeune, OK, Benja, fais ce que t'aimes. Pas ce qu'on te demande ou pas ce qu'on te demande d'aimer. Ça, c'est super dur aussi parce que d'un point de vue mindset, il faut aussi se rendre compte que nos valeurs ne sont pas forcément celles de nos parents. Et ce n'est pas parce que ce sont pas celles de nos parents qu'il y a une hiérarchisation au niveau de la qualité de ces valeurs. Ça, c'est vraiment quelque chose de super important. Je n'ai pas rebondi exprès parce que je savais bien que j'allais partir en sucette. Donc là, je pense que c'est vraiment important de le comprendre, les gars, où écoutez-vous, osez-vous vous aimer et restez passionnés, simplement. C'est très beau pour conclure. Voilà. Merci à vous en tout cas et à très bientôt, j'espère. Je ne sais pas encore le prochain rendez-vous. De toute façon, ce sera annoncé sur Facebook, Instagram. Bien sûr. Je vous souhaite bonne fin de week-end, un bon dimanche et à très bientôt alors. Au plaisir, à bientôt. Merci beaucoup. Ciao, ciao.